C'est des choses qu'on a construites entre citoyens. S'il vous plaît, je m'adresse aux gens qui sont présents. Je vous invite à venir sur la conférence de Fabrice Grimal. Vous êtes ici pour être informés, ça serait bien que vous soyez présents pour écouter ce qu'il y a à écouter. Parce qu'après, il ne faudra pas se plaindre de ne pas savoir ce qui se passe. Ah, et puis vous n'allez pas être déçus en plus. Soit vous allez adorer, soit vous allez détester. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire, soit vous avez adoré, soit vous n'avez pas compris. Ça, c'est un discours de politicien. Voilà. Je vais faire de la pédagogie. Ok. Alors effectivement, il y a une idée qui était éventuellement, comme vous n'êtes pas super nombreux, plutôt que ce soit magistral, qu'on fasse peut-être un cercle, puis on pourra traire des chèvres. Non, c'est bien comme ça? Ok, cool. Bah, non, mais je suis quand même un peu loin de vous. Donc voilà, rapprochons-nous. Tu veux mettre les chaises? Non, mais que pour moi. C'est que je sois pas à 15 secondes de vous. Ok, en fait, j'ai même pas besoin du micro. Hein. Si, c'est bien. Ah bon? Ouais, comme ça fait longtemps. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fabrice Grimal et je représente aujourd'hui la Concorde citoyenne 2022. Je vais vous expliquer ce que c'est. À la base, on devait être invité à cette assemblée des assemblées pour représenter une structure qu'on a créée il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle le GOUV. Donc je vais commencer par vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. C'est une bande de gilets jaunes à la base dont un certain nombre sont déjà là. Salut, salut les amis. On s'est constitué en présidence plurielle pour créer un contre-gouvernement. Donc on a nommé des ministres dans tous les domaines, des experts, des conférenciers, des écrivains, des gens dont c'était le métier ou le domaine de compétences, qui ont bossé pendant des années ou des décennies pour acquérir une expertise certaine en économie, en justice, dans le domaine de l'intérieur, dans le domaine de la santé et dans tous les domaines dont on a besoin. Et on les a fait travailler, on les a mis au boulot, donc c'est des citoyens qui sont allés chercher des experts pour les encadrer, à la fois dans la présidence plurielle et dans les comités citoyens que l'on a tirés au sort. Et on a des gens ici, j'en vois parmi vous, qui ont pu faire partie de ces comités citoyens, qui en font toujours partie d'ailleurs. Et donc tous ces gens-là ont réfléchi à différents domaines, à des propositions qui dessinent un programme complet. Et donc on a organisé, filmé des conseils des ministres, où on regarde nos experts débattre, et nos comités citoyens ont sorti des rapports qui sont d'excellente qualité. On en a déjà publié une douzaine, et il y en a encore quelques-uns qui arrivent. Je vous invite tous à aller voir ça sur legouv.fr. Il se trouve, pour vous raconter la démarche, qu'on a été contacté, il y a à peu près 8 mois, le GOUV, par quelqu'un qui voulait réunir plusieurs groupes de gilets jaunes. Dans l'absolu, il voulait les réunir tous ceux qui avaient un programme, tous ceux qui avaient travaillé des propositions, pas forcément dans tous les domaines en même temps, mais au moins dans une bonne partie, pour les réunir et voir si on arriverait à travailler ensemble pour créer un programme unique, un programme commun. Et on a dit qu'on l'appellerait le programme des programmes. Donc aujourd'hui, on est à l'Assemblée des assemblées, donc il y a une certaine logique à tout ça. Et on a trouvé cette idée assez bonne, et à partir du mois de novembre de l'année dernière, on a commencé à travailler. Chaque groupe a présenté son programme aux autres. Alors il y avait des points d'accord évidents, il y avait des points de désaccord évidents aussi. On s'est dit que ça allait barder, mais comment on allait essayer de mener ce travail et d'arriver au bout. Ça nous a pris
quasiment 8 mois pour rédiger intégralement le programme, à coup de 2 réunions par semaine, en visioconférence évidemment, pendant le confinement. Vous connaissez la situation. On a pris les domaines un par un. On a convoqué toute l'expertise qu'on avait, tous les documents qu'on avait pu produire. On a fait des recherches supplémentaires. Il y a des idées qui sont venues des programmes de ces différents groupes. Et il y a d'autres idées qui ont été générées pendant nos débats, qui sont nées vraiment de notre confrontation. Et parfois, ça n'a pas été facile. Donc il y avait plein de groupes. Il y avait donc le GOUV, il y avait un groupe qui s'appelle Concorde 1711, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un groupe issu des Gilets jaunes, qui a écrit plus de 200 pages de programme détaillés. Nous avons un groupe qui s'appelle EJL Citoyen, dont le représentant Walter devrait être là, mais bon, c'est dimanche, il ne fait pas très beau, donc il n'est pas là. Donc, qui est un groupe qui a été créé avant les Gilets jaunes, sur une base anti-parti, anti-oligarchie, démocratie, Frexit, enfin tout ce qu'on aime. Et il y a aussi Solidarité et Progrès, donc, qui est un parti, mais c'est un des rares partis qui a su, depuis 2 ans et demi, s'adresser aux Gilets jaunes sans chercher à les récupérer, sans chercher à les infiltrer, toujours de manière très très franche, et pour faire avancer leurs domaines de compétences, qui sont l'économie, la monnaie, les banques, la science, la recherche. Et donc voilà, on a travaillé, donc il y avait des négociateurs pour chaque groupe, et on a confronté nos idées. Il y en a qui étaient par exemple pas totalement pour le RIC, qui pensaient que le RIC était, quelque chose d'intéressant, mais que c'était pas du tout la solution à tous nos problèmes, et que il fallait réfléchir à d'autres dispositifs aussi complémentaires. On est tombé d'accord sur plein de choses, on s'est pris la tête vraiment comme des fous sur comment on va réarranger la démocratie française, sur les problématiques d'intérieur, d'immigration, un peu sur tout ce qui est défense ou affaires étrangères, bref, sur tout ce qui est régalien, quoi. Mais on a fait ce travail de confrontation, on a réussi à trouver des compromis dont on est vraiment très très fiers. Donc, ça s'appelle la Concorde citoyenne 2022, et vous avez le site, la concordecitoyenne2022.fr, où vous avez un programme complet. Alors, vous allez me dire, pourquoi faire un programme alors que les gens ne lisent pas les programmes? C'est vrai, on le constate, même ici. On l'a constaté à Avignon quand on est descendu il y a 3 semaines. Tout le monde ne lit pas les programmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais un programme, c'est du fond, c'est ce qu'on doit faire pour sauver notre pays. À un moment donné, on ne sauvera pas notre pays si on continue de le regarder partir à volo. Il va falloir à un moment donné prendre le pouvoir. Soit que des gens qui pensent comme nous, qui nous soutiennent, le prennent, soit qu'on le prenne par nous-mêmes. Il y a 2 manières de le prendre par nous-mêmes, la force ou l'élection. La force, on a vu un petit peu ce que ça pouvait donner fin 2018, début 2019. On sait qu'on n'était pas assez nombreux, je pense que c'est un diagnostic qu'on peut tous faire ici. Si on avait été le triple, le quadruple, peut-être qu'il se serait passé quelque chose. Mais on n'avait pas non plus la minorité agissante déjà prête, l'équipe représentative qui avait fait un travail préparatoire, avec des idées, avec des choses à faire, si jamais on avait pris l'Élysée le 1er décembre. Parce que si on l'avait pris, qu'est-ce qu'on en aurait fait? Est-ce qu'on aurait gardé le pouvoir? Est-ce qu'on n'aurait pas tous fini à Cayenne? Est-ce que les militaires sympas qui nous auraient donné le dernier coup de pouce n'auraient pas eux aussi fini à Cayenne ou au Kerguelen? C'est à peu près certain. Donc quand on fait les choses, il faut les faire bien, il faut les faire sérieusement, soit pour la prochaine révolte, soit pour la prochaine élection. L'idée du GOUV était de couvrir un petit peu les 2 spectres, c'est-à-dire on avait un contre-gouvernement qui pouvait servir de gouvernement de transition, ou d'équipe de campagne pour un candidat éventuellement citoyen. On est passé après au niveau de la Concorde citoyenne, donc je vous ai expliqué que plusieurs groupes se sont mis ensemble, dans cette optique de 2022, pour avoir le programme complet pour 2022, savoir ce qu'on va faire, savoir ce qu'il faut faire pour prendre une fois que le pouvoir est pris. Ce programme, tout le monde ne va pas le lire, mais il est la base obligatoire si on veut agglomérer d'autres groupes, si on veut agglomérer les mouvements dans l'optique de l'année prochaine, si on veut agglomérer des partis
tous les petits partis qui pensent comme nous sur l'essentiel, des partis qui des fois sont plus jeunes que les Gilets jaunes, hein, qui se sont créés il y a 1 an, 2 ans, des partis qui sont axés pas mal sur l'indépendance de la France, je pense à tous ceux qui prônent le Frexit, des partis qui se sont ouverts à nos revendications démocratiques, mais parce qu'ils les ont vraiment comprises, pas comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Dupont-Aignan, qui disent, voilà, on veut le RIC, mais quand ils vous parlent du RIC, ils montrent très rapidement qu'ils n'ont rien compris, qu'ils l'ont mis dans leur programme uniquement dans un but électoraliste pour nous attirer et obtenir nos votes. Mais dans l'absolu, ils n'ont rien compris, ça se voit, ça se sent, notamment quand on en discute avec leurs militants. Donc voilà, il y a beaucoup de forces aujourd'hui qui, à elles toutes, forment une Ferrari, une Rolls-Royce, une voiture de course, on appelle ça comme on veut, puisqu'on a vraiment toutes les compétences, les cadres, les équipes, les militants, la puissance de feu sur Internet. À nous tous, on peut tout à fait gagner. Je ne pense pas inventer quelque chose ni vous surprendre particulièrement si je dis que l'union fait la force et que ça fait 3 ans dans ce mouvement qu'on essaye de tendre vers ça et d'agréger un maximum de force. On peut agréger un maximum de force sur une personne en disant regardez, on l'aime bien, il a une belle gueule, il parle pas mal, il est connu, il passe à la télé, il a un beau costume, on n'a qu'à tous le suivre, on verra plus tard. Ça, c'est une première possibilité de se réunir, c'est même la plus efficace. Mais c'est pas celle qu'ont choisi les Gilets jaunes. Et il y a une autre possibilité, c'est de dire on veut la même chose pour notre pays, on veut aller dans le même sens, à peu près. Il y en a parmi les Gilets jaunes qui sont nés à gauche, d'autres qui sont nés à droite. Certains ont fait du chemin, maintenant il y en a, ils ne savent plus trop s'ils sont de droite ou de gauche, ils sont les deux à la fois. Il y en a qui ont mis un peu de droite dans leur gauche, un peu de gauche dans leur droite. Je sais qu'on est à l'Assemblée des Assemblées, je sais qu'on est à Montreuil, j'ai ma petite idée d'où ça penche. Mais voilà, il y a un équilibre global dans notre mouvement que nous, on a essayé de respecter dans ce programme. Et comme on a été trahi par des hommes politiques pendant des années, que le coup de l'adresse aux hommes politiques, alors même si je sais que certains travaillent sur une lettre qui peut avoir son intérêt, mais vous vous souvenez Nicolas Hulot, où il a voulu faire signer une lettre aux hommes politiques, il leur a dit, soit vous signez ma lettre et vous faites ce que je vous dis, soit je me présente contre vous et je mets le bazar dans cette élection. Ils ont tous signé, il n'y en a pas un qui a respecté quoi que ce soit. Le RIC, ils l'ont tous pris dans leur programme, ils ne le respecteront pas, on le sait, ils ne l'ont pas compris, on le sait. Donc ces gens-là salopent tout ce qui touche, si vous me permettez cette expression. Donc, faute de pouvoir être entendus, faute que nos idées puissent être reprises de manière honnête par des gens honnêtes, on s'est dit qu'on allait les porter nous-mêmes. Et comme la prochaine élection est une élection personnelle, comme la prochaine élection c'est l'élection présidentielle, que la loi nous oblige, même si on a envie de présenter une équipe, même si on pourrait présenter un ticket avec plusieurs personnes, même si on peut déjà présenter à l'avance le gouvernement qu'on aimerait pour notre pays, ça reste une élection où le code électoral nous dit une affiche, un visage, un nom. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a demandé à chaque groupe de notre alliance de désigner quelqu'un, ça a été fait, le gouv m'a désigné, et ensuite les gens désignés se sont arrangés entre eux, et les autres candidats se sont désistés pour moi, donc je vous annonce, pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, qu'au titre de la Concorde citoyenne 2022, je suis candidat à l'élection présidentielle, à la prochaine élection présidentielle. Merci beaucoup, je suis obligé. Évidemment, je suis pré-candidat, je n'ai évidemment pas 500 signatures pour le moment. Tous ceux qui vous disent qu'ils les ont ou qui les approchent sont des menteurs. Je n'hésite pas à le dire, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Aucun groupe seul n'arrivera à les avoir. Même les partis installés ont du mal à les avoir, à part ceux qui ont évidemment le nombre d'élus nécessaire. On y arrivera uniquement si on est unis. On y arrivera uniquement si les groupes se mettent ensemble, des petits partis sincères se mettent ensemble pour fabriquer cette élection à notre sauce, pour la pirater, vraiment, pour la hacker, avec une candidature citoyenne qui peut être la mienne ou une autre. Moi, je suis ouvert à participer à une primaire, je suis ouvert à discuter avec les autres candidats. Je sais que par exemple, Clara Heger, on doit faire quelque chose très bientôt, c'était prévu
un petit problème technique à repousser ça, mais on va avoir notre débat ensemble. J'aimerais beaucoup avoir un débat avec Alexandre Langlois, qui s'est déclaré lui aussi, mais qui pour le moment refuse le débat. Vous lui demanderez pourquoi, c'est pas le sujet de ma conférence. Il y en a d'autres aussi, je sais que Jacqueline Moureau, avec qui j'ai partagé très rapidement le plateau d'une radio, entend maintenir sa candidature. Elle a un site internet avec des propositions concrètes. Donc tout ça c'est très bien, il faut qu'on en discute tous ensemble, il faut qu'on soit visible au maximum, il faut que ces débats nourrissent vraiment les réflexions de tout le monde. Donc il y a aussi l'initiative du Concordat républicain, pour ceux qui en ont entendu parler. Il y a Réunion Force Vive, enfin bref. C'est-à-dire que de la même manière qu'au début vous aviez des sites internet pour des hôtels, puis ensuite vous avez eu des comparateurs d'hôtels, et puis ensuite maintenant on en est aux comparateurs de comparateurs, ben là c'est pareil. Vous avez les candidats, vous avez les primaires de primaires et les comparateurs de primaires. On en est là, mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que ça avance. La bonne nouvelle, c'est que les gens se bougent. La bonne nouvelle, c'est que les Gilets jaunes, qui n'ont jamais été un mouvement apolitique, mais apartisan, acceptent pour la plupart ces démarches. Je pense, les comprennent. Ils ne sont pas toujours d'accord avec tout, évidemment. Mais personne ne sera jamais d'accord avec tout. Et si on arrive à se mettre d'accord sur un socle de 60, 70, 80% de choses qu'on est tous prêts à défendre, pour lesquelles on est tous prêts à se mobiliser, c'est simple, il y a un événement dans ce pays, c'est l'élection présidentielle. Cherchez pas autre chose. C'est dans 10 mois, en plus Macron les a avancés d'un mois, c'était censé être mai, maintenant ça va être avril. N'essayez pas de faire parler les médias d'autre chose. Vous n'y arriverez pas. À partir de la rentrée. Là, dans 3 jours, c'est le mois de juillet, ils ne parleront plus de rien. On va essayer de forcer leurs portes, hein, évidemment. Ça va être compliqué. Et à partir de septembre, ils ne parleront que d'élections présidentielles. Si vous voulez les faire parler, il faut que ce que vous leur envoyez soit en rapport avec ça. Sinon, ça ne les intéressera pas du tout. Et à partir de maintenant, il n'y a plus une place pour autre chose. Toutes les manifs qu'on va faire vont être jugées dans le cadre de cette élection. Ah, ils soutiennent qui? Ah, mais c'est pour qui? Est-ce qu'il y a un candidat dans la main? Ils ne parleront que de ça, il n'y a que ça qui les intéresse. Pourquoi il n'y a que ça qui les intéresse? Parce que c'est des traîtres, parce que c'est des salauds. Évidemment que la plupart d'entre eux sont des traîtres et des salauds. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont en parler. Ils vont en parler parce que c'est ça qui intéresse les gens, qu'on le veuille ou non. La personnalisation du débat politique, elle date pas d'hier. Elle va durer encore quelques temps. C'est normal. La plupart des gens ont besoin d'identification, ils ont besoin de se projeter dans quelqu'un, ils ont besoin d'avoir confiance dans quelqu'un, ils ont besoin de défendre quelqu'un. Les idées, c'est bien, mais les idées, ça s'incarne. Donc, je vous invite à aller voir la Concorde citoyenne 2022, vous aurez les idées. Vous avez déjà 5 thèmes intégralement détaillés. Et quand je dis intégralement détaillés, c'est que vous avez tout. Vous avez les chiffres, vous avez, pour la défense, vous avez le nombre de bateaux qu'il faut acheter par catégorie. Pour la démocratie, vous avez absolument tous les détails des dispositifs qu'on met en place, de l'élection au jugement majoritaire, du président de la République, de la proportionnelle à l'Assemblée, des doses de tirage au sort, instillées un petit peu partout, de tous les détails des 5 RIC qu'on vous propose, des 10 référendums que je m'engagerai à organiser et des questions à poser directement aux Français pour leur donner le dernier mot. Vous avez tous les détails sur le site. D'autres thèmes détaillés vont arriver, très importants, comme la santé, comme l'Union européenne. Vous avez déjà pas mal de lectures et de choses intéressantes à voir. Donc je ne vais pas aller plus loin dans la présentation. Je vais plutôt vous laisser poser les questions que vous souhaitez. Julie va pouvoir vous donner le micro. Et cuisinez-moi autant que vous voulez sur la démarche, sur moi, sur ma bio, sur le fond du programme. Allez-y. À toi l'honneur. Alors moi, c'est pas vraiment une question très franchement, mais c'est pour vous apporter la contradiction par rapport à votre projet. Alors j'ai pas été lire les détails de ce que vous avez décrit, mais ce que j'ai entendu, je l'ai compris, quoi. C'est en fait du réchauffé, quoi. Je m'excuse, hein. C'est pas pour vous blesser personnellement. Hein. Ah mais je suis là pour entendre absolument tout, voilà, donc tu peux y aller. Je le dis déjà pour les autres. Ça, c'est pas du tout une insulte, vous pouvez y aller. D'accord, ok. Je vais vous annoncer un scoop, plateforme jaune, parce que moi je suis partie du collectif de Gilets jaunes qui s'appelle plateformejaune.com et je donnerai un tract à ceux qui veulent le prendre ou qui n'ont pas eu. Voilà.
Le président de la République d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est Bernard Arnault, avec tous ses potes, hein, les 500 premières fortunes de France, avec son manège électoral, avec ses farces électorales, etc. Et le 80% d'abstention, pour moi, pardon, excusez-moi, hein, oui, pardon, oui, voilà, les 80% d'abstention aux dernières élections, eh bien c'est un espoir, parce que heureusement, l'immense majorité de ceux qui sont exploités aujourd'hui n'ont plus strictement aucune illusion dans le mythe démocratique, dans le mythe, la chimère du suffrage universel, qui fait croire qu'une majorité électorale au suffrage universel donne la légitimité à l'exercice de la dictature patronale, de la dictature bourgeoise. Je rappelle quand même un fait historique, puisque vous êtes, je pense, tous ici plus ou moins cultivés. Hitler, quand il a commencé son activité politique, c'était un petit groupuscule, un peu comme Serge Ayoub aujourd'hui. Hein. Il a été financé à couteau comment dire, et c'est public, hein, enfin, il suffit de faire des recherches. Par toutes les industries allemandes. Voilà, par toutes les grandes industries allemandes, ben voilà, il confirme, à un coût de millions de marques, je sais pas quoi, et il a obtenu une majorité électorale en 1933. Non, il n'a pas obtenu une majorité. Non, une majorité relative, voilà. Relative, qui lui a permis, enfin s'il avait eu 2% des voix... Il a eu 35%, 38%, mais ça lui a donné... Oui, non mais on va pas polémiquer là-dessus. Il a une majorité électorale confortable. Au-delà d'une majorité électorale, il avait un parti avec les SA, etc. Enfin, on va pas refaire d'histoire, les détails, de toute façon, c'est pas l'objet. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la bourgeoisie décide que telle écurie politique est en mesure de gérer ses propres affaires, elle y met les moyens. Et ce qui est le cas aujourd'hui aussi. Il n'est pas impossible d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup parlé de Marine Le Pen, on la voit s'étendre dans les médias, on lui donne les micros avec toutes les idées pourries qu'elle défend, qu'il y ait une majorité électorale, hein, parmi ceux qui continuent à aller mettre un bout de papier toilette dans une urne, qui vont voter pour un grand malade dont on connaît les conséquences aujourd'hui avec l'histoire. Donc nous, on est en totale opposition avec cette mystification démocratique. Alors, on a nous aussi un programme hein, que je vous laisse découvrir sur le site plateformejaune.com ou sur le tract qui est là. Nous, notre programme, c'est de recentrer le débat, non pas sur un problème uniquement d'organisation du processus de décision dans la société, c'est l'abolition des rapports d'exploitation qui fait qu'aujourd'hui, il y a des riches et des pauvres, il y a des gens qui sont dans la merde et des gens qui se payent j'ai vu ça à la télé, hein, comme tout le monde, un type qui paye 100 000 € par semaine une croisière avec tout le luxe que vous pouvez imaginer. Hein. Et donc, il est là le fond de l'affaire. Et tout le monde n'est pas d'accord. D'ailleurs, nous, dans notre plateforme, concrètement, j'aimerais bien savoir si monsieur... Et si les personnes qui sont là sont d'accord avec une mesure que nous on propose concrètement. Quelle est ta méthode pour appuyer les rapports? Alors la méthode, je vais vous la dire après. La fin justifie les moyens, comme on dit. Eh bien, c'est pas une deuxième conférence non plus. Voilà, oui, non mais je termine en 1 ou 2 minutes. Nous on propose, je voudrais savoir si le monsieur est prêt à s'engager à défendre cette mesure, qui n'est même pas une mesure socialiste, c'est de plafonner les revenus de 1 à 4 maximum, et de socialiser l'ensemble des revenus d'une façon égalitaire. Parce que c'est la condition matérielle pour sortir la population. Dont tu parles. Voilà. C'est le salaire à vie de Bernard Friot. Non, c'est pas le salaire à vie de Bernard. Je parle de revenus et pas de salaire. Je suis pas Bernard Friot. Je ne suis pas Bernard Friot propose 4 échelles de... Ça me concerne pas, monsieur. Je suis pas Bernard Friot, je l'ai pas lu dans les détails et ça me concerne pas. Moi, je défends... Oui, je te réponds. Alors, les moyens, évidemment, pour l'instant, je rappelle quand même qu'en mai 68, et ceux qui ont vécu cette période-là, personne ne s'y attendait. Il y a eu 10 millions de travailleurs qui occupaient les entreprises, les usines, et il n'est pas impossible, et je ne lis pas dans les mares de café, mais je l'espère, c'est une révolte sociale. Mais c'est pas, les syndicats étaient contre la révolution sociale. Les syndicats sont à la base des organisations contre-révolutionnaires. Donc j'attends pas après les syndicats pour faire la promo de la révolution. Sauf le syndicat Gilets jaunes, hein, quand même. Oui, bon, je sais pas, le sujet n'est pas là. En tout cas,
le jour où il y aura 10 millions de travailleurs, il y aura des millions de personnes dans la rue, on ne va pas organiser le suffrage universel et le RIC et toutes ces salades. On prendra le pouvoir et ça ne sera pas avec des bouts de papier. Voilà, c'est ma conclusion. La question c'est quoi Il a parlé pour lui. Ok, écoute, je réponds à ta question. Je suis pas d'accord pour qu'il y ait 4 niveaux de salaire de 1 à 4. Pas d'accord du tout. Si tu veux que tout le monde se tire et aille gagner des sous ailleurs et payer des impôts ailleurs et que l'État français ne récupère plus d'impôts du tout, parce que tous ceux qui gagnent un petit peu sont partis ou ne gagneront plus l'argent qui leur permettra de payer des impôts, parce que je ne sais pas si tu te rends compte que je ne suis pas en train de dire qu'il faut des riches et qu'il en faut encore plus, mais quand un type passe devant un concessionnaire et lâche 100 000 € de TVA sans s'en apercevoir, juste parce que la nouvelle Porsche lui paraît bien, il a payé au trésor public autant que toi, ta famille et ton village en impôt sur le revenu pendant toute votre vie. Donc, merci Nathalie, mais à un moment donné, voilà, moi je suis entrepreneur, je suis petit entrepreneur, je n'exploite personne, et je n'ai jamais exploité personne, mais je chéris mon indépendance. Je veux pas que ce soit l'État qui me paye, et je veux pas que ce soit l'État qui décide tous les mois de mon niveau de salaire. Je pense qu'on est suffisamment en France à penser ça, pour que si tu prends le pouvoir et que tu imposes une abolition des rapports de domination dans lequel tout le monde ne peut gagner qu'un salaire de 1 à 4, bah en fait tu auras une grosse partie du peuple contre toi et tu seras obligé de prendre des mesures autoritaires pour imposer ta vision des choses. Nous on a choisi une autre version qui est la négociation à l'avance, pour proposer des solutions sur lesquelles un maximum de gens pourraient se retrouver, parce que c'est des solutions équilibrées. Nous par exemple on va chercher l'argent des riches, on prend 200 milliards dans le capital qu'on déplace pour les remettre dans le travail. Ces 200 milliards d'euros qui sont passés du travail au capital depuis 30 ans, nous on veut les faire repasser dans l'autre sens. Donc bah oui, moins de dividendes, moins de résultats à la fin de l'année pour les actionnaires, plus de salaires et moins d'impôts directs pour les travailleurs, indépendamment de leur salaire, d'accord ? Parce qu'il y a aussi une petite notion d'égalité, c'est-à-dire que l'égalité, bah, c'est quand ça nous arrange, hein, systématiquement. Donc voilà. Et donc non, on préfère que les boîtes puissent payer les salaires qu'ils veulent, à condition que l'État derrière puisse venir récupérer ce qui lui est dû. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux faire une petite motion d'ordre. Excuse-moi, je ne veux parler rien et je t'écoute. On est gilets jaunes. Pourquoi on n'est pas en ronde? C'est ce qu'il a On a proposé au début. Il a proposé au début. J'ai proposé. Les gens étaient assis et après, du coup, il s'est approché avec la chaise plutôt que d'être sur le truc. Et c'était proposé au début. Elle veut qu'on s'assoit tous en rond. Vous voulez une chaise à vous? Oui, non, mais tout le monde. Bon, moi je suis pas arrivé au début, j'ai pas entendu ton nom. Fabrice Grimal. D'accord. Donc, ton projet ne se revendique donc pas démocratique, je suppose. Pourquoi ça? Parce que tu arrives avec un programme. Et alors? Dans une démocratie, c'est pas les élus qui dirigent le pays, c'est le peuple. Je suis pas élu, t'as vu? Non, mais tu dis que tu es candidat pour être président de la République. Certes, j'ai été et tu arrives avec un programme, tu vas vouloir l'appliquer ton programme. Ah, c'est prévu, ouais. Oui, donc ça sera les élus, toi et tes amis députés, etc. Tu veux te présenter? Pardon? Il y a de la place, si tu veux être député, vas-y. Hein. Il y a que des citoyens qui se présenteront, aucun homme politique. Non, en fait, je suis pour une démocratie, je t'avouerai. Moi aussi. Non, je pense que eux aussi. C'est incompatible. Mais on va en parler. Vas-y. C'est incompatible. Moi, je suis l'auteur d'une constitution provisoire de transition qui vise à faire une vraie démocratie. Et tu l'as écrit tout seul? C'est pas le peuple qui l'a écrit. Non, c'est pour ça qu'il y a une transition. Mais d'accord, mais tu imposes la transition aux gens. Non. Alors vas-y, explique-toi. Mon aspiration, c'est je la diffuse tout comme j'en parle là, pour que des millions de gens se l'approprient et en exigent la promulgation. Moi, je ne suis qu'un initiateur. Je ne suis qu'un... Tu veux qu'ils exigent la promulgation du texte que tu as écrit tout seul? Non, pas tel quel. Comprends-moi bien, je te taquine parce que je suis dans la même situation. J'ai pas écrit mon programme tout seul. C'est un texte qui est amendable jusqu'au jour de la promulgation. Comme notre programme.
Oui, mais alors, tu ne laisses pas finir mes phrases. Ah, non, mais vas-y. Moi, je t'ai laissé parler. Vas-y. C'est un texte qui est amendable jusqu'à la promulgation et qui vise à organiser le tirage au sort d'une assemblée constituante pour que le peuple écrive lui-même sa constitution par l'intermédiaire d'une assemblée constituante qui, parce qu'elle sera tirée au sort, représentera une photo miniature de la société avec toutes ses contradictions, ses conflits d'intérêts, etc. Et pendant cette transition-là, comme il est très important qu'il n'y ait pas de chaos et qu'on expédie les affaires courantes, qu'on continue à faire fonctionner les services publics, il faut mettre en place une vraie séparation des pouvoirs, un pouvoir exécutif, un pouvoir parlementaire, un pouvoir législatif. Il faut le RIC à l'intérieur, un RIC en toute matière, de façon à ce que les citoyens puissent bloquer un projet de loi, puissent bloquer un représentant, etc. Et ça, c'est un vrai projet démocratique parce que l'Assemblée nationale sera intégralement tirée au sort, une moitié de citoyens lambda et une moitié de gens qui ont une compétence. Parce que pour écrire les lois et voir ce qui est applicable et inapplicable, il faut une vraie compétence. Donc l'autre moitié sera tirée au sort parmi des gens qui ont une compétence administrative, et on prendra du personnel administratif de plus de 5 ans d'expérience dans les ministères, les départements, les régions, et pour éviter que ça soit uniquement des fonctionnaires qui sont bien formatés dans le système, on prendra la moitié de cadres et de non-cadres. C'est-à-dire qu'une petite secrétaire d'un conseil général, elle pourra aussi être tirée au sort. Le pouvoir aux fonctionnaires. Non, c'est que la moitié. La moitié. Oui, que j'ai dit là, j'avais commencé, écoute bien ce que je dis. J'ai parlé de la moitié de l'Assemblée nationale qui sera tirée au sort parmi les citoyens lambda. Et parce qu'ils vont avoir des aspirations et ils vont proposer des choses qui parfois seraient pas réalisables, ils pourront être recadrés par ces fonctionnaires tirés au sort, donc qui ne défendront pas une idée particulière. Parmi les fonctionnaires, on sait qu'il y en a de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, etc. Et donc ça donnera la faisabilité. Maintenant, donc ça donnera et les lois qu'ils proposeront seront soumises au RIC. C'est-à-dire que les citoyens pourront, si une loi leur plaît pas, pourront initier un référendum sur telle ou telle loi. Donc ça c'est un vrai projet démocratique. C'est pas j'arrive avec un projet, je vous dis combien il faudra acheter de navires militaires, parce que j'ai la science infuse sur le nombre de navires militaires qu'il faudra avoir. Voilà. Enfin, donc ce projet-là est consultable ici. J'ai des papiers qui donnent le lien pour le consulter sur Internet. Donne ton lien directement. Allez. D'accord. Non, attends, on est là. Non, je suis déçu pour les papiers. Ah oui, pour le papier. Donc, vous tapez. Le lien, c'est. Fabrice Grimel qui avait parlé. Donc là, vous proposez. Attendez. Je donne le lien et je rends le micro. Alors, CPT, comme Constitution provisoire de la transition, .wikicratie.fr. Voilà. Wikicratie comme Wikipédia et démocratie. Ok. Bon, effectivement, t'étais pas là au début et je suis pas allé consulter ton tract, mais je ne crois pas que tu sois allé consulter non plus notre site. T'es allé sur la page démocratie? Bah, la page démocratie, c'est la première qui a été mise en ligne, et je pense que c'est celle qui t'intéresserait le plus. On y parle du RIC sous toute matière, des 5 RIC différents, on y parle de tirage au sort, on y parle d'élections sans candidat, on y parle d'élections de jugement majoritaire, on y parle de tout ce dont tu viens de me parler. C'est pour ça que c'est vraiment dommage que tu ne l'aies pas lu, parce qu'en fait tu t'apercevrais qu'il n'y a pas que le nombre de bateaux. Il y a les gars, non, stop, s'il vous plaît. Il y a les 3/4 de ce que tu viens de dire, c'est dans notre programme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pas mon programme. C'est le programme de 4 groupes. C'est pas le programme de 4 personnes. C'est le programme de 4 groupes. C'est des groupes différents. Il y en a qui viennent plutôt de la gauche, plutôt de la droite, ni l'un ni l'autre, dans un joyeux bordel. Au début, il y a des gens qui trouvaient que le RIC, c'était pas du tout la solution. Les autres groupes les ont convaincus que c'était pas forcément le Graal, mais que c'était une solution très importante et que ça devait être dans le programme et que même devait y en avoir 5 et que même le seuil devait être bas et ainsi de suite. Mais il n'est pas aussi bas que le voulaient les plus démocrates, entre guillemets, parce que ça a fait objet d'une négociation. On a mis un seuil à 1 million, c'est un chiffre symbolique. Bon. Tu as écrit seul une constitution de remplacement. Nous, on a bossé à 4 groupes des modifications de la Constitution et on propose des référendums.
pour que les Français le valident. Donc, si on s'arrête à ce simple constat, tu n'es pas plus démocrate que nous et on n'est pas plus démocrate que toi. C'est pas un critère de jugement, ça. C'est pas un critère de jugement. Et surtout, c'est pas des anathèmes qu'on lance aux gens, genre tu n'es pas démocrate. Parce qu'on ne sonde pas le fond des cœurs et tu n'étais pas allé voir notre programme démocratie. Donc maintenant, je pense que maintenant que tu sais tout ça, tu vas pouvoir reconsidérer un peu cette position. Mais je veux te répondre sur un point précis. On a débattu du fait de tirer une assemblée au sort intégralement. Il y a des groupes de notre alliance qui étaient pour ça, il y en a d'autres qui étaient contre ça. Au final, on n'a pas retenu ça. Je vais t'expliquer pourquoi. On en a débattu. Moi, je suis un chaud partisan du tirage au sort. Je m'intéresse à ça depuis longtemps. Les travaux d'Étienne là-dessus, depuis 10 ans, 15 ans, m'ont incité à lire toute la littérature sur le sujet, donc Manin, Van de Broek, Testard, et ainsi de suite. Je suis allé étudier dans le détail l'histoire d'Athènes pour voir comment fonctionnait la boulée, le tribunal du peuple et toutes ces choses-là. C'est pas précisément transposable aujourd'hui. Et les expériences d'assemblée tirée au sort qu'on a eues, que ce soit sur les sujets bioéthiques avec Jacques Testard, que ce soit la Convention citoyenne sur le climat, où on se retrouve avec Cohn-Bendit tiré au sort, que ce soit d'autres types d'expériences dans le monde, parce qu'il y en a eu plein, on s'aperçoit que c'est bourré de problèmes et bourré de biais. C'est-à-dire que quand tu prends des novices pour parler de tout, en fait, ils vont s'en remettre aux experts. En vrai, c'est l'expert avec la plus grande gueule, le plus de charisme, celui qui en voit le plus, qui va les convaincre. Parce qu'ils n'ont pas le temps de lire 1500 pages de documentation sur la prochaine loi de programmation militaire. Ou 2000 ou 3000 pages. Ok ? Ils n'ont pas le temps. Et si dans ton assemblée tirée au sort, par hasard, il y a 2 militaires, bah dans ce cas-là, c'est eux qui vont décider, tout le monde va s'en remettre à eux. C'est comme ça. Donc nous, on a retenu le principe du tirage au sort, mais au lieu de faire une assemblée pour parler de tout, dans un joyeux fatras, eh ben, ça va être plein de petites commissions citoyennes au cœur du pouvoir, dans les ministères, dans les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Quand une loi est créée, elle est créée dans un ministère, elle est créée dans un cabinet ministériel. Ensuite, elle passe à l'Assemblée nationale où elle est prise en main par la commission parlementaire adéquate, par exemple la santé. Ensuite, le Parlement, l'Assemblée nationale, vote cette loi qui part au Sénat où elle est travaillée par la commission sénatoriale, puis votée par le Sénat où elle retourne à l'Assemblée. Je ne vous fais pas un dessin, c'est comme ça que ça marche. Le cœur du pouvoir, c'est le cabinet ministériel et la commission de l'Assemblée nationale. C'est là qu'il faut tirer au sort des comités citoyens sur liste d'aptitude. C'est-à-dire que pour la santé, il y aura une trentaine de métiers, une quarantaine, une cinquantaine de métiers, où si vous êtes étudiant pour ça, professionnel de ça, ancien professionnel de ça, retraité de ça, vous serez sur cette liste d'aptitude. Donc, pour les commissions santé, il y aura peut-être 2 millions de Français potentiellement sur ces listes. Les volontaires s'y inscriront, ils seront tirés au sort pour 1 an, pour contrôler le travail du ministre de la Santé, je parle que de santé, c'est un exemple, ou pour contrôler toutes les lois de santé qui vont passer à l'Assemblée nationale, faire du lobbying citoyen, et pouvoir servir de lanceur d'alerte avec toutes les protections qui vont avec, puisqu'on modifie la Constitution sur beaucoup de choses, notamment sur toute la partie média et toute la partie protection des lanceurs d'alerte. Et on fait valider tout ça par référendum, puisque nous sommes des démocrates, en tout cas on a cette prétention, même si c'est pas écrit là, tu vois. Donc ta question est très bien, puisqu'elle me permet de placer ça. Et donc imaginez la crise du Covid. Vous avez les gars de Pfizer et de Moderna qui sont dans le cabinet du ministre, personne pour vérifier, personne pour filmer, personne pour enregistrer, personne pour prendre des notes. Imaginez si dans le bureau d'à côté, il y a 20 personnes. Une secrétaire médicale, 2 brancardiers, 3 infirmières, un chirurgien, un généraliste, 2 dentistes, retraités ou pas, de gauche ou de droite, tous jeunes ou vieux, tout ça mélangé, dans le bureau d'à côté avec l'accès garanti à tout. Ensuite, ils préparent des lois, ils les envoient à l'Assemblée. Il y a la commission de la santé qui magouille ça dans son coin, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Mais il y a une commission citoyenne tirée au sort parlementaire, avec encore 3 brancardiers, 2 infirmières, chargé de vérifier ce qui arrive. C'est quoi le texte? Pourquoi vous écrivez ça? C'est quoi vos raisons? Tiens, le lobbyiste que je viens de voir passer, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi vous pensiez ça avant et vous avez changé d'avis après? Vous voyez? Les citoyens au cœur du pouvoir. Pas une assemblée événementielle où c'est super, on va se faire plaisir, regardez-les, c'est des citoyens,
Regardez comment les hommes politiques vont les endormir. Regardez comment ils vont faire en sorte que cette espèce de Sénat citoyen, il n'ait aucun pouvoir, en fait. Parce qu'il y a toutes les manières, je te fais la liste de toutes les manières pour qu'il ait aucun pouvoir, ton assemblée citoyenne. C'est facile. Franchement, c'est super simple. Alors en plus, excuse-moi, hein, si tu décrètes que pour être député, tu as une chance sur 2 d'être député si tu es fonctionnaire, alors là, c'est scandaleux, c'est antidémocratique. Il y a un Français sur 5 qui est fonctionnaire et tu veux qu'il y ait un député sur 2 qui le soit. C'est pas du tout représentatif, c'est pas du tout démocratique. Mais je suis pas là pour te critiquer. Je suis juste là pour te dire que nous, par exemple, l'Assemblée nationale, on met de la proportionnelle et du tirage au sort dedans. Si tu veux voter blanc aux législatives, parce que tu trouves que tous les partis sont médiocres, eh ben, la part de vote blanc sera convertie en tirage au sort. Bon, c'est pas le moment maintenant, mais je te propose un débat à égalité de temps de parole ultérieurement. Mais moi, je fais tous les débats que tu veux, et on fera un débat en live ou en visio, ou ce que tu veux. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux poser une question? Voilà, poser une question, pour recontextualiser très rapidement. On est dans un mouvement de gilets jaunes et on prône depuis 2 ans et demi le respect de la parole de l'autre, le respect du projet, le respect du travail fait par les autres. On a toujours souffert, quels que soient les projets, de gens qui font et de gens qui gueulent derrière et qui ne font rien. Voilà. Je ne dis pas que c'est le cas de ce monsieur ou de l'autre. Ce que je... Non, oui, mais bon, voilà, on en a tous souffert de ce truc-là. Fabrice Grimal et le projet qu'il porte, moi personnellement, c'est pas la stratégie que j'emploie, c'est pas la sienne. Fabrice Grimal en a parlé, mais qui ici est capable de dire quelle sera la bonne stratégie? Qui ici en est capable? Personne. Moi j'ai une stratégie, c'est pas la sienne. Par contre, la sienne, elle m'intéresse. Parce que moi, si je me plante, et puis j'irai le rejoindre. Merci. Parce que ça serait... Et j'espère qu'inversement, ce sera la même chose. S'il se plante, on sera tous là. Parce qu'on ne se sera pas insulté. Parce qu'on n'aura pas dit que ma stratégie est la meilleure. Donc moi, je suis là pour l'écouter, et c'est lui que je vais entendre aujourd'hui à travers son projet. Merci à toi. Merci. Le monsieur là, une question. La dame aussi. Je vois dans la situation actuelle 2 verrous principaux. La Constitution et l'Europe et l'euro. Tout à fait. Au niveau démocratique, c'est la Constitution, au niveau économique, c'est l'Europe et l'euro. Donc comment faire sauter ces 2 verrous, hein? Première question. Deuxième question, est-ce qu'entre individualisme et collectivité, commun et privé, vous avez fait un choix? C'est-à-dire, pour l'instant, c'est clairement l'individu et le privé qui est favorisé au détriment du commun et du collectif. On le voit dans tous les services publics qui sont démolis. Ah, tu veux dire aujourd'hui? Oui, oui. Oui, aujourd'hui, c'est ça qui a le vent. Est-ce que vous voulez rebaisser la barre? C'est même pas que le vent en poupe, c'est que c'est devenu la seule vision possible et tolérée. Oui. Voilà. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est avoir les 2 verrous, comment on les fait sauter. Parce que, je veux dire, sinon, le reste, tous candidats et debout. Alors, ce monsieur a parfaitement raison. Tant que la Constitution n'aura pas été modifiée en profondeur, alors nous on propose de revenir à l'esprit de la Ve République qui n'existe plus. On pourrait l'appeler déjà 6e, celle-là, parce qu'elle a déjà tellement été modifiée. On est très loin de l'esprit de départ. Donc on est déjà dans la 6e, c'est pour ça qu'au début on se disait qu'on, pour rigoler, on voulait proposer la 7e République, histoire de passer déjà l'étape d'après. Mais voilà, il y a beaucoup de modifications à faire. Nous, on propose évidemment que le peuple soit à l'origine de ces modifications, qu'on puisse plus changer la Constitution par la procédure du Congrès. Donc c'est la suppression de l'alinéa 3 de l'article 89 de la Constitution. On veut qu'on revienne à l'esprit de départ, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le président de la République et le peuple via le référendum, auquel on rajoute évidemment le RIC, comme ça fonctionne dans les 2 sens. Un RIC notamment révocatoire pour le président de la République, ouvert à mi-mandat, parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc voilà, on introduit la véritable indépendance de la justice, tout un tas de dispositifs dont j'ai commencé à parler, et on constitutionnalise aussi le 4e pouvoir qui est les médias, donc avec des principes, on rentrera dans les détails si vous voulez, et le 5e pouvoir qui est la banque et la finance. Toutes ces modifications-là, on propose aux Français de les accepter ou de les rejeter par le référendum, évidemment. Concernant l'Europe et l'euro, je vais vous livrer la vision qu'on a, qui est issue de nos débats, qui est une stratégie qu'on avait patiemment construite avec le Gouv, notamment avec Édouard Husson, et qui a fait tache d'huile
et qu'on est, je pense, les seuls à proposer telle quelle. C'est-à-dire que vous avez deux visions qui s'affrontent, parmi les souverainistes, en tout cas ceux qui se disent comme tels. La première, pour aller vite, je dirais que c'est la version Mélenchon, qui est on va renégocier, et après, généralement, la deuxième partie de la phrase, c'est en profitant du rapport de force. Et vous avez la solution Asselineau, qui est si je suis élu, le lendemain, j'active l'article 50 et je programme la sortie de la France de l'Union européenne au bout de 2 ans de négociations. C'est les deux solutions qui sont dans l'air, qui pour moi n'en sont pas ni l'une ni l'autre. Quand je dis pour moi, vous comprenez bien, je parle au nom des 4 groupes qui m'ont désigné et qui ont rédigé le programme. Pourquoi la solution Mélenchon, ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a rien à renégocier, il n'y a pas de négociation de cet ordre à l'Union européenne, ça n'existe pas. L'Union européenne fonctionne par effet cliquet, quand quelque chose est acquis, il est acquis et on n'y revient jamais, puisqu'il faut l'unanimité. Donc on ne peut négocier que de nouvelles défaites. À l'Union européenne, quand vous ne faites que négocier, c'est la négociation permanente, c'est le bazar, c'est le souk en permanence. Et on vous dit, attention, si tu veux obtenir ça, tu vas devoir lâcher là-dessus. Donc, par exemple, quand on a négocié Lisbonne, quand on a négocié les traités internationaux, pour conserver l'exception culturelle française, pour conserver nos films, nos radios, nos musiques, nos livres, eh ben on a lâché des usines, on a lâché l'agriculture. C'est toujours un jeu à somme nulle ou négative, l'Union européenne. Donc renégocier les traités, ça n'existe pas, c'est un mensonge. Et Mélenchon et ceux qui, enfin, et pas ceux qui le suivent, mais Mélenchon est extraordinairement malhonnête. Les députés qui le suivent là-dessus sont extraordinairement malhonnêtes. Et les militants qui le suivent là-dessus feraient bien de se renseigner un petit peu plus. Maintenant, il y a la solution Asselineau, article 50 sec. Le problème, c'est que c'est basé sur une fable. La fable que 2 années de négociation vont permettre une sortie ordonnée, calme et tranquille de l'Union européenne. On a vu avec le Brexit que c'était tout l'inverse. Que l'Europe se déchaîne, fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, est prêt à vous couper de certains de vos propres territoires, c'est-à-dire qu'ils ont failli les couper de l'Irlande du Nord, nous, ils nous couperaient de l'Alsace, ils en sont parfaitement capables. Ils n'avaient pas l'euro, les Anglais, donc imaginez le chaos économique, s'ils l'avaient eu. Bon. Commercialement, ça a été l'enfer pour eux d'arriver à renégocier des choses avec l'Union européenne une fois qu'ils avaient acté le principe de partir. Et on avait promis 2 ans, ça en a duré 4. Donc on sait qu'ils vont tout faire pour nous faire perdre, tout faire pour attendre qu'on soit parti, tout faire pour nous enjamber et pour détruire économiquement notre pays, histoire de nous donner une bonne leçon. Dans les 2 cas, Mélenchon comme Asselineau, ça se base sur le rapport de force. Nous sommes la France, vous allez voir, ça va chier. Mais ça, c'était vrai il y a 10 ans, c'était vrai il y a 15 ans. La France, elle a chuté dans tous les classements, elle a chuté dans le PIB mondial, et elle a chuté surtout dans les instances européennes. Avant, on avait des fonctionnaires français à tous les postes intéressants, dans toutes les directions importantes, on avait des fonctionnaires français. C'est fini. Il n'y a plus que des Allemands partout. Toutes les grandes directions sont les Allemands. Le MES, la Banque centrale, tout ce qui est en rapport avec le dur, c'est des Allemands qui le contrôlent. La Commission européenne est dirigée par une Allemande, assistée par un Allemand. On n'a jamais vu ça. En théorie, elle devrait être assistée par un Français, comme ça... Non. Non. Et ils ont obtenu tout ce qu'ils ont voulu, parce qu'on s'est couché autant qu'on a pu. Donc, ces solutions-là sont des impasses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on fait un référendum sur l'article 50, avec les médias qu'on a, les politiques qu'on a, il se peut qu'on le perde. Si on le perd, c'est foutu à tout jamais. On a 30 ans de marasme garanti. Tous ceux qui critiquent l'Europe n'auront plus de légitimité. On leur dira, mais regardez, le peuple a voté pour, voyons, c'est foutu. Donc, c'est la question qu'il ne faut pas poser, en tout cas pas maintenant, tant qu'on n'a pas des médias honnêtes qui amèneraient un débat honnête. Par contre, il y a une question qu'on peut poser qui est très simple.
Il suffit d'abroger le titre 15 de la Constitution française, de l'Union européenne, pour que les lois françaises repassent par-dessus les lois européennes. Il faut modifier un mot dans l'article 55 aussi de la Constitution, en disant « tous les traités internationaux s'appliquent à la France et leurs lois valent plus que les lois françaises, sauf le TFUE et le TUE ». On est toujours officiellement dans l'Union européenne, mais en vrai, on n'y est plus. En un référendum qu'on est sûr de gagner, voulez-vous que les lois françaises soient supérieures aux lois européennes? Celui-là, on est sûr de le gagner. Eh bien, on a fait la désobéissance ultime. Et on est sorti de l'Europe sans en sortir. C'est d'une simplicité enfantine. Évidemment, ça ne suffit pas. C'est la désobéissance ultime, ça nous met en porte-à-faux complet. C'est pas je désobéis à tel article du traité. Non, non, c'est je me mets en porte-à-faux intégral par rapport au traité. Du coup, ça implique la politique de la chaise vide. On ne va plus à Bruxelles. On reprend la politique du général de Gaulle des années 60, de dire qu'est-ce que c'est que ce truc dirigé par les lobbies? J'en veux pas, je ne me pointe pas. Et comme il vous faut l'unanimité pour tous les trucs importants, l'Europe est bloquée, vous ne pouvez plus avancer. Et une troisième chose à faire, c'est évidemment de sortir de l'euro. En un week-end, en prévenant nos alliés le vendredi à 17h pour le vendredi à 18h. De toute façon, tous les plans sont prêts dans toutes les banques centrales de la zone. Au moment de la fermeture de la bourse, on lance les plans, on ne rouvre pas la bourse le lundi matin, mais a priori en un week-end, on a réussi à, avec les plans qui sont déjà prêts, à passer au nouveau franc. Avec évidemment une parité 1 pour 1. On commence à bien connaître ces sujets. Donc il n'y aura pas de problème pour l'épargne des gens, il n'y aura pas de problème pour la retraite, et il n'y aura pas d'inflation induite par la valse des étiquettes, où d'un seul coup on va arrondir au franc du dessus, et puis tout le monde va se faire avoir, comme on s'est fait avoir par le passage au franc, à l'euro. Une fois que la France est sortie de l'euro explose, il n'existe plus, Target 2 n'a plus aucun sens, tous les autres pays vont sortir de l'euro le même week-end que nous, donc on va retrouver la lire, la pesette, le mark, les Allemands seront ravis d'être revenus au mark, et donc on aura une Europe où à Bruxelles il n'y a plus personne, et où il n'y a plus de monnaie commune. Ça, c'est faisable en 2 mois. Même pas, en 1 mois, même pas, en 3 semaines. Monnaie. Alors, non, elle n'a jamais été unique. C'est un artifice, et il n'y a qu'en France qu'on emploie ce mot. Dans tous les autres pays d'Europe, c'est commune. En Allemagne, je ne me souviens plus du mot, mais c'est commune. Parce qu'en fait, il n'y a pas de monnaie unique. Il y a un euro franc, un euro mark, un euro pesette, un euro lire, qui s'appellent tous euros et qui sont échangeables à 1 pour 1. C'est ça le vrai mécanisme du système européen de banque centrale. Donc la monnaie n'a jamais été unique, elle est commune, mais c'est une histoire de mots. Mais c'est ça, c'est ce principe-là qui fait que c'est réversible, très facilement. Ils n'ont pas prévu d'article disant « j'active l'article 32 bis pour sortir de l'euro », mais tout est prêt pour le faire. C'est les Allemands qui l'avaient exigé au départ. Donc comme il n'y a pas d'article pour sortir, on a le droit de sortir. Ils n'avaient qu'à prévoir l'article, donc on peut sortir quand on veut. Il faut aussi retourner nos fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on a des fonctionnaires français qui appartiennent à des administrations françaises qui sont détachées à l'Union européenne, dans tout un tas d'administrations. Ça peut être la Commission, le Parlement, ça peut être Europol, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà. Il suffit d'un décret présidentiel pour retourner leur allégeance et dire, voilà, à partir de maintenant, vous obéissez à nouveau à vos chefs français. Donc on va en perdre un tiers, les félons, les traîtres, qui diront « Ah non, moi, mon chef, c'est l'Union européenne, hein. Moi, je ne suis plus français, monsieur. » Bon, bah toi, tu dégages. Et ceux qui restent, bah, c'est autant de chevaux de Troie, en attendant de sortir définitivement. Mais vous vous rendez bien compte que si on a inversé l'ordre des lois, qu'on est sorti de l'euro, et qu'on ne se pointe plus à Bruxelles, il n'y a plus d'Union européenne. C'est pas le Frexit, c'est pas l'Europe qui sort, c'est pas la France qui sort, c'est l'Europe qui explose. C'est la France qui fait exploser Bruxelles. Et l'idée n'est pas de faire une politique de la terre brûlée. L'idée est de revenir avec une liste de choses que l'Europe fait pas trop mal. Erasmus, des coopérations de recherche, des coopérations spatiales, des coopérations dans le transport aérien, des coopérations sur le roaming des téléphones, des coopérations sur les coopérations bancaires de base. Mais bon, quand vous allez en Suisse, ou en Norvège, ou en Russie, vous ne voyez pas vraiment de différence. Quand vous allez en République tchèque, en Espagne, où vous allez au distributeur pour tirer de l'argent, il faut vous téléphoner, tout fonctionne pareil, quoi. Donc au final, il n'y a pas tant de choses que ça à sauver, mais il y a 10, 15, 20 trucs à sauver. Ben, on va les sauver, mais pas à Bruxelles. Ça, il faut arrêter. Plus de Parlement. Donc la France fera ce qu'on appelle un opt-out sur la Commission, sur le Parlement. Et une fois que
il n'y a plus d'euros, que tout a bien pété, que tout le monde est revenu à ses monnaies nationales, que tout le monde a repris. Parce que les Allemands vont dire, si la France remet ses lois au-dessus des lois européennes, nous, on va le faire aussi. La cour de Karlsruhe nous impose de le faire depuis des années et on résiste. Bon, on va le faire. Et donc les Italiens vont dire, mais attendez, je vais pouvoir dévaluer ma monnaie, je vais récupérer de la compétitivité, mais c'est fantastique. Et donc ils vont voir assez vite les bons côtés. Et là, on va pouvoir avoir des discussions bilatérales avec eux, en disant, bah, voilà ce que nous on veut sauver, et on va le sauver au niveau du Conseil de l'Europe, donc avec la Suisse, avec la Norvège, avec l'Angleterre, avec l'Islande, avec la Russie. Voilà, pourquoi pas, c'est que ce sera toujours mieux que le petit club là, de Bruxelles. Et puis au moins ce sera tellement disparate qu'on sait que ça ne deviendra pas une Union européenne. Et puis on pourra avoir des discussions bilatérales avec eux et faire comme a fait l'Angleterre. Renégocier des nouveaux traités commerciaux avec les autres pays, des traités bilatéraux. Et les Anglais s'en sortent très bien, leur SMIC a augmenté, leur chômage a baissé. Ils sont libres, quoi. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Le collectif et l'individualisme, alors, c'est une tendance mondiale. Excusez-moi, on doit partir. Vas-y. C'est une tendance qui ne concerne pas que la France, c'est une tendance mondiale, c'est une tendance de génération, c'est une tendance philosophique à l'individualité. Pas partout, pas tout le temps. Nous, on ne veut pas rentrer dans la tête des gens. On ne veut pas faire de programmes à l'école qui vont dire attention à ton voisin, enfin on ne veut pas... Ce genre de choses-là peut dégénérer. Donc voilà. Par contre, effectivement, nous on est des étatistes et des promoteurs du service public. On part du principe que ce qui garantit l'égalité, c'est l'État et c'est le service public. Là où il n'y a pas d'État, il y a la loi de la jungle. Là où il n'y a pas de service public, c'est effectivement chacun pour sa pomme. J'ai une voiture, je peux m'en sortir. J'en ai pas, je peux pas m'en sortir. J'ai la famille à côté qui m'aide, je m'en sors. J'ai pas la famille à côté qui m'aide, je m'en sors pas. C'est ça qui met les gens seuls avec eux-mêmes. Donc, fin des déserts médicaux, retour des maternités fermées, retour des écoles, des petites classes fermées, retour des services publics, des postes, retour de tout ce qui fait que les gens peuvent vivre ensemble, de tout ce qui fait que les gens sont égaux face à l'État, égaux face à la loi, donc évidemment la fin du privilège des élus, la fin de toutes ces choses-là, et la défense des communs en tant que bien public, c'est-à-dire l'énergie est à tous les Français, donc EDF ne sera pas démantelé, EDF sera intégralement renationalisé. Le rail, les autoroutes, tous ces trucs qui ont été créés par les Français, qui nous appartiennent à tous, eh bien, seront renationalisés. Retour dans le giron de l'État pour le compte du peuple français. Après, au niveau de la philosophie individualisme contre collectivité, ça dépendra toujours des gens. Je pense qu'on a tous les deux en nous. On a tous les deux en nous, on est tous très collectifs. Et puis, quand notre enfant se blesse, d'un seul coup, il n'y a plus que ça qui compte. Même si l'enfant du voisin s'est aussi blessé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a les deux en nous, il faut l'accepter. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc des gens qui ont 90% de composantes individuelles et 10% de collectifs qui réservent uniquement à leur famille. Moi, j'en ai vu plein, je sais à quoi ça ressemble. C'est pas toujours des si mauvais bougres que ça. Des fois, sur un flash, ils vont te faire un truc hyper collectif que quelqu'un qui n'a que ça à la bouche va pas faire. Généralement, c'est ceux qui en parlent le plus qui le font le moins même. Tu vois? Je dis pas ça pour toi, hein, t'as raison de poser cette question. Mais il faut se méfier de ça aussi. Il y a pas mal d'hypocrisie. Moi, je suis du CNNR. Ouais. Et nous, on prend s'inspiration du programme du CNR de 44. On peut passer le micro. Il nous dit qu'il vient du CNNR et qu'ils se sont inspirés du programme du CNR de 44. Les jours heureux. C'est juste que, comme c'était la dame juste derrière, du coup... Ok, excusez-moi. Et après, c'est la dame. Hein. Et le préambule de la Constitution, qui est toujours le préambule de la Constitution 58 sur le 46, où quasiment tous les premiers points
sont pas du tout appliqués. Non, c'est celui où on dit que tous les monopoles publics doivent être tous les monopoles naturels doivent être publics, et ainsi de suite. Ouais, donc, Ouais. et donc, comment vous vous situez vis-à-vis de cet héritage? Alors, on le revendiquait déjà dans le gouv en expliquant qu'on allait créer un contre-gouvernement pluraliste où on ne prendrait pas que des gens de gauche ou que des gens de droite, de la même manière que les gaullistes et les communistes ont réussi à s'entendre à une certaine époque, même si c'était une entente de façade, en vrai, ça se tirait dans le dos derrière, mais c'est pas grave. Ils ont quand même réussi à créer la Sécu, tout un tas d'autres choses très importantes, et à générer 30 années de prospérité économique dans l'égalité et les services publics. Donc effectivement, ça reste notre modèle. On l'a revendiqué dans le gouv. On le revendique encore plus presque dans la Concorde citoyenne 2022, parce que c'est des groupes, là c'est plus une trentaine d'individus qui se regroupent, non, là c'est des groupes différents qui eux-mêmes viennent de différents horizons. Comme je disais, il y en a qui viennent d'une tradition de droite, d'autres de gauche, on a réussi à s'entendre, ça aurait pu exploser, plusieurs endroits, moments où ça aurait pu exploser. On n'a pas la pression de l'occupant allemand, le fusil sur la tempe, évidemment, mais on a quand même la pression du temps qui passe, de la paupérisation de notre pays, des gilets jaunes. Donc, toute proportion gardée, parce que c'est très facile de dire on est les nouveaux résistants. Là, moi, en 2 semaines, j'ai enchaîné 2 réunions au sommet qui ont démarré par nous sommes les nouveaux résistants, nous sommes comme en 40, nous sommes... Du calme, les amis. Du calme. Mais toute proportion gardée, oui. On revendique cet héritage, on est admiratif de ça, on respecte énormément. Moi, je me définis comme un gaulliste social. Je ne suis pas communiste dans le sens que je ne veux pas que tous les moyens de production appartiennent à l'État. Mais sorti de ça, je me reconnais clairement dans le programme du CNR, et je sais que mes collègues, copains et alliés aussi. Voilà. Si je parle trop, vous me le dites, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. On est là pour toi. Oui, alors, moi je voulais saluer l'initiative du gouv, parce que ça fait... j'étais dans la rue le 17 novembre, et j'attendais quelque chose de constructif, et j'étais très heureuse de voir que ça naissait enfin. Et ce qui m'a surtout plu et touché, c'était justement, j'ai l'impression que vous tenez, enfin que nous tenons, parce qu'après tout je suis dans un comité culture, que vous tenez à la fois les compétences individuelles et puis la démocratie, justement la participation du peuple. J'ai retrouvé ça, alors moi j'ai lu, pas encore tout, mais j'ai lu en détail notamment ce qui concernait la démocratie, et j'ai retrouvé ça avec plaisir, c'est-à-dire que toutes les méthodes qui sont préconisées par les spécialistes un peu des techniques de la démocratie, je trouvais étaient là réunies. Enfin, il y a à la fois du tirage au sort des comités citoyens, des experts, etc. Et moi, je pense que c'est ça la solution pour éviter ce dont on parlait hier dans le débat sur la démocratie où j'étais, les biais. Quoi. Pour éviter les biais, autant justement prendre différentes méthodes pour avancer. Je crois que c'est un garant. Alors, en lisant justement le programme sur la démocratie, moi, je me suis arrêtée sur un point qui m'a un peu titillée. C'est la suppression du niveau régional. Alors je comprends sur le plan administratif je crois comprendre la démarche, mais par contre ça me contrarie quand même. Alors, moi je suis bretonne, je suis à Paris, mais je suis bretonne. Et je connais bien la sensibilité des gens de ma région là-dessus, et des militants bretons sur le sujet. Donc je pense à la Bretagne, j'ai vécu en Corse aussi, donc je connais aussi ce qui se passe un peu là-bas. Et je pense qu'il faudrait, alors je sais pas, c'est une question, et en même temps c'est une réflexion comme ça à haute voix, je me demandais comment il faudrait un rééquilibrage culturel, je sais pas, il faudrait quelque chose, faire disparaître les régions, là ça va heurter beaucoup de gens dans certaines régions notamment. Tu penses vraiment ?
Parce que, moi, Oui, enfin, parce que la région, c'est pas seulement une entité administrative, Oui, c'est une entité historique, ça, on est d'accord. voilà, Mais et Nantes culturelle. Nantes n'est pas en région Bretagne. Comment? Nantes n'est pas en région Bretagne. Mais les Nantais revendiquent, la Loire-Atlantique, et revendiquent leur attachement à la région Bretagne. Il y a eu des manifestations. Bien sûr, Oui. mais ils n'y sont pas. Donc c'est bien que la région Bretagne, au sens de François Hollande, Ah oui, oui. n'a aucun sens. Non, Donc, non, il y a bien sûr, ça n'a pas de il y a sens. une Bretagne historique Oui, oui. qui va jusqu'à Nantes, voilà, et qui n'a pas besoin d'une entité administrative pour exister dans les têtes des gens. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'histoire de Oui. France. Voilà, de même que la Corse, me semble-t-il, est en région PACA. Oui. Donc bon. Non, monsieur. Donc, vas-y, pardon, termine ta question. Mais voilà, on pourrait peut-être, moi j'ai proposé là à travers le comité citoyen, mettre l'accent sur la reconnaissance des langues régionales. Je n'ai pas encore vu que ça y était. Il y a la charte européenne des langues minoritaires régionales. Donc vous êtes deux avec Gwen à vouloir parler breton dans le groupe. Voilà, bon, je m'appelle Gwenola aussi. Ah bah voilà. Ah bah voilà. C'est les Gwen. Bon. Non, pas spécialement d'ailleurs, mais bon, c'est une revendication de cette reconnaissance qui est ancienne des langues régionales. Ça n'a pas été ratifié par aucun des gouvernements français, la charte européenne des langues minoritaires et régionales. Alors, je pense que ce serait quand même une bonne chose. Bon, après, on pourrait rentrer dans le détail du sujet. Tu enlèves européen et ça devient une bonne chose. Oui, bah pour une fois, oui, voilà, c'est un peu contrariant que ce soit l'Europe qui propose quelque chose de bien dans ce domaine. Hein. Il le proposait pour une mauvaise raison, qui Mais était sans de doute, découper nos pays. Sans doute, voilà. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'après, il faudrait creuser, bien sûr, le sujet, parce qu'il faut aussi demander des garanties et des engagements à tout ce qui est mouvement régionaliste par rapport à un contrat avec la nation française. Parce que tu n'as pas envie de relancer le TA et des trucs comme ça. Quoi. Voilà. Et même dans l'Institut culturel de Bretagne, il y a des gens qui profitent de subventions, par exemple, pour faire passer des idées douteuses, pour le moins douteuses. Et on sait dans l'histoire ce que ça a donné. Bon. Mais il y a aussi un attachement et quelque chose de positif dans la culture régionale et dans la langue, et ça fait partie d'une identité. Et il faut, à mon avis, casser avec quand même le jacobinisme français. Justement. Et aller dans un autre sens qui va aussi dans le sens de la démocratie, parce que je pense que la démocratie du futur, ce sont des petites unités, c'est des petites unités locales. Donc des départements. Départements, mais il y a quand même une union voilà, qui est la région qui est quand même importante dans l'esprit des gens et dans le cœur des gens. Voilà. Bon, donc, alors, ouais. Effectivement, on n'a pas attendu, quand on habite Perpignan, de dire je suis en Occitanie. On n'a pas attendu 2014 et la réforme des régions qui s'appelle ça Occitanie. Tu vois, idem la région Nouvelle-Aquitaine. Vas-y, il y a 800 km entre le sud et le nord, enfin ça n'a absolument aucun sens. De Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Poitiers, enfin, bon, ça ne ressemble pas à grand-chose. L'Île-de-France a toujours été l'Île-de-France, mais je peux t'assurer que tout le monde s'en fout. C'est un francilien qui te le dit. Maintenant, comment on peut simplifier le millefeuille administratif, arrêter de payer dans tous les sens des couches et des échelons de fonctionnaires qui font doublon la plupart du temps, tout en conservant une identité locale et en décentralisant au maximum, en étant moins jacobin, le moins possible en tout cas, même si on reste un pays centralisé avec un État, on n'a jamais été un pays fédéral comme peut l'être les États-Unis, l'Allemagne ou la Suisse. Ou un pays multinational comme l'Angleterre avec les Écossais, les Irlandais ou les Belges, exactement. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement la suppression de l'échelon administratif région, ce qui ne veut pas dire suppression de la région. Je me comprends. Ça suffit pas, donc je vais t'expliquer. Il y a un président de région qui est politique, qui travaille dans un hôtel de région, une espèce de gros bâtiment à la périphérie de Bordeaux, de Marseille ou de Lyon,
qui a coûté 100 millions d'euros et où tout le monde s'est rincé d'ailleurs au passage, avec des élus, le deuxième tour c'est aujourd'hui, payés pour amuser la galerie et distribuer des subventions. Je vais vite, mais ça se résume un peu à ça. Et on appelle ça Normandie. Et comme c'est la fusion de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, il a fallu payer 1 million d'euros à un cabinet pour décider que ça s'appellerait Normandie. Avec un logo sur lequel il y a un N et tout. Non, mais, enfin, c'est ça les régions. Donc, que faire? Déjà, on supprime. Parce que quand ils ont créé les régions, ils n'ont pas transféré des services, par exemple des départements ou de l'État. Non, 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 ils ont tout doublonné. Ils ont réparti des choses, par exemple, les régions ont les lycées, les départements ont les collèges, et les communes ont les écoles maternelles et les écoles primaires. Donc on se retrouve avec des services de cantine, avec des services généraux, avec des trucs comme ça, doublonnés. Il y en a un pour les lycées dans la région, puis il y en a un pour les collèges dans les départements, comme si on ne pouvait pas mutualiser ça. Donc c'est un gouffre financier absolument abyssal. Et ça ne sert à rien. Et les élus sont vraiment là pour amuser la galerie, et c'est malheureux, on l'a vu dans les campagnes régionales, y compris celles qui ont été menées par des listes citoyennes. C'est qu'on aimerait bien proposer des trucs, mais bon, c'est quoi les prérogatives de la région? Enfin, tout est flou, distribuer le RSA, distribuer des... Enfin bon, c'est très compliqué. Il y a les transports, et alors justement, ce qui est intéressant dans la région, c'est le côté coordination entre départements. Pour les transports, pour la politique sanitaire, sauf qu'on supprime les ARS, évidemment, et pour toute la politique de réaction en cas d'urgence, de catastrophes naturelles, de choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut garder les préfets de région. Donc ta région Bretagne existera toujours, ce sera juste une préfecture de Bretagne en fait. Tu auras un préfet de région avec les services du préfet de région, les mêmes qu'aujourd'hui, ce que je viens de dire, peu ou prou. Et tous les élus et services à la noix dégagent et sont réintégrés dans les départements. C'est maintenant qu'il faut décentraliser, parce que les départements vont être boostés, hein. Ils vont être puissants, les départements. Et ils vont être plus populaires, puisqu'on propose qu'ils soient dirigés par des assemblées tirées au sort entre des citoyens et des maires du département. On veut par exemple que sur une assemblée départementale de 130 personnes, il y ait 100 citoyens tirés au sort et 30 maires du département tirés au sort. Pour avoir un pouvoir beaucoup plus important, puisqu'il va récupérer une partie de celui des régions. Et que faire des hôtels de région qui ont coûté 100 millions, qui servent à rien, qui sont faramineux? Eh bien, on décentralise tous les ministères, c'est-à-dire l'éducation nationale part à Bordeaux, avec armes et bagages, ministres, cabinets, hauts fonctionnaires, fonctionnaires, équipements, prestataires, journalistes. L'immobilier de Bordeaux risque de monter un petit peu, mais on ne pourra plus dire que la France est un pays intégralement centralisé à Paris. À Paris ne resteront que l'Élysée, Matignon, les Affaires étrangères, la Défense, le ministère des Relations avec le Parlement, Bercy, parce qu'il y a trop de monde, le bâtiment est horrible, c'est soit ça, soit on le détruit, et c'est peut-être ce qu'on va finir par faire. Donc Défense, Affaires étrangères, Intérieur, enfin l'hyper-régalien, en gros il y a 5 ministères qui restent à Paris, les 20 autres partent en province. Ça va leur apprendre la vie, ça va leur apprendre leur propre pays. Des journalistes qui vont un petit peu quitter Paris, toute la zone qui est comprise entre le 7e arrondissement, les ministères, et le 15e arrondissement, Ballard, là où il y a toutes les télés, toutes les radios, ça c'est leur petit périmètre, ils ne le quittent jamais. Sauf pour aller boire des coups dans le 11e. Je suis à peine caricatural, à peine. Bon bah là, ces gens-là habiteront Clermont-Ferrand. Si leur domaine c'est l'agriculture, ils habiteront Clermont-Ferrand, ils arrêteront de se promener entre le 7e et le 8e arrondissement. Voilà. Il n'y a évidemment pas de problème pour travailler, on travaille dès aujourd'hui, un ministre est très rarement dans son ministère, il passe son temps à courir à la France, il est à Paris le mercredi matin, il sait qu'il doit être à Paris le mercredi matin, le reste du temps, il est dans les avions, il est dans les trains, il est dans les voitures, ça ne changera strictement rien. À part que, il y aura des vrais pôles, par exemple si la santé est à Marseille, c'est un hasard évidemment total, comme je vous l'ai dit cette ville, il y aura un énorme pôle santé à Marseille, et à Paris, il y aura moins de pression immobilière, il y aura moins de hauts fonctionnaires,
Et c'est, nous pensons en tout cas, un vrai premier pas de véritable décentralisation administrative. Parce qu'on pourrait dire, comme les Australiens ou les Turcs, bon, bah, on décrète que la capitale administrative, maintenant c'est Bourges. Bon, bah voilà, ouais, il y a plusieurs choses. D'abord, je voulais dire d'où je parlais. Et d'autre part, il y a des questions dedans, donc c'est pas la peine de me huer au milieu du truc. J'y viendrai. Je finirai bien par poser des questions. Alors moi, je suis prof de lycée pro en Seine-Saint-Denis. Je suis pas un intellectuel, je suis pas un grand intellectuel, je suis expert en rien, je suis expert dans ma propre vie. Je sais faire des gâteaux et je suis gilet jaune depuis novembre 2018. Ça fait 2 ans et demi qu'on est dans le mouvement, ça fait 2 ans et demi qu'on prend des lacrymos, ça fait 2 ans et demi qu'on se structure dans des assemblées générales et dans des assemblées. Et jusque-là, le principe qu'on a mis en avant, c'est l'intelligence collective. On vient de la gauche, on vient de la droite, ou on vient de nulle part, on est chrétien, on est juif, on est musulman, on est athée, mais à partir du moment où on met le gilet, on ne représente pas un parti ou une religion, on est d'un territoire. Alors, moi je suis de l'Assemblée Générale de Pantin, je sais que vous êtes habitant là-bas, vous êtes passé, je vous avais croisé, vous êtes parti, j'ai pas compris pourquoi vous étiez parti. Je peux t'expliquer tout à l'heure, ouais, pas de souci. Moi j'avais l'impression que vous aviez écrit des livres et que vous n'aviez pas forcément besoin de notre intelligence collective. Peut-être que c'est pas ça, vous allez me répondre, de toute façon, à partir du... je termine mon truc. Ça c'est une première chose, donc à partir du moment où on met le gilet jaune, on est gilet jaune. Et on a une égalité de parole, et depuis le début du mouvement, on a refusé d'avoir un chef autoproclamé, on ne voulait pas de chef honnête, on ne voulait pas d'expert autoproclamé, et parce qu'on a mis en avant qu'on était tous experts de nos propres vies, et je crois qu'une idée qui a rassemblé le mouvement, c'est la démocratie directe. On veut la démocratie directe, le mandat impératif, on veut des mandants révocables et pas des ministres. On veut la justice sociale, fiscale et climatique. C'est le modèle de la commune. Alors, du coup, je ne comprends pas trop le rapport avec un gouvernement provisoire et avec les institutions de la Ve République. Alors, d'autre part, ça c'est une première chose, enfin, de ce que j'ai compris, il s'agit de réunir les souverainistes des deux bords, des deux rives. Alors, c'est un vieux projet qui remonte à 1992, il y a eu Maastricht, il y a eu 2005, Chevènement en 2002, ça n'a pas marché, c'est un peu un serpent de mer de la politique française, on a eu Asselineau, Mélenchon et puis d'autres. Ça a ressorti au moment des Gilets jaunes, enfin, il y a des personnes qui ont ressorti ce projet au moment des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, c'est effectivement un mouvement de personnes qui réclament le droit à ne plus subir les politiques néolibérales, à vivre et à décider sur son territoire. Alors le territoire pour les uns c'est la France, pour les autres c'est la Bretagne, l'Alsace, la Corse, ou c'est la commune, une fédération de communes. Ça on pourrait en parler des plombs, mais de toute façon, à partir du moment où on met en place la commune, on sortira de fait de l'Union Européenne, puisqu'ils nous feront la guerre, comme ils ont fait la guerre en 1792 à la France révolutionnaire. Je voulais faire une dernière remarque, une dernière question. Dans le programme de ce groupe, il y a Solidarité et Progrès. Pour moi, Solidarité et Progrès, c'est une secte religieuse états-unienne qui veut réaliser le plan de Dieu sur Terre, qui est lié au renseignement militaire américain, spécialement à l'Air Défense Information, au service, c'est-à-dire au service secret de l'armée de l'air, qui fait une propagande pro-fusion nucléaire et pour le développement d'armes de destruction massive comme la bombe à rayons. Historiquement, c'est ça. Alors, on a eu l'exemple du Brésil, où les évangélistes ont été utilisés pour détruire Lula. On sait que les USA ont utilisé les sectes comme contre l'indépendance et la souveraineté des peuples. Et je me demande ce que vient faire Solidarité et Progrès ici, si l'objet c'est de restaurer la souveraineté. Voilà, c'est tout.
Tu veux que je commence par quoi? Parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a les Gilets jaunes de Pantin, la vision démocratique et Solidarité et Progrès. Je vais commencer par répondre sur Solidarité et Progrès. J'avais une très mauvaise image d'eux pendant très longtemps. Effectivement, de gens un peu complotistes qui disaient que la finance c'était même pas Wall Street, que c'était à la City, que c'était la reine d'Angleterre qui tirait les ficelles et tout, ce genre de trucs. J'avais rencontré des gens qui se revendiquaient de Solidarité et Progrès qui me sortaient ce genre de trucs. J'ai une très mauvaise image d'eux. Et après, à l'occasion de tables ouvertes qu'ils ont faites, et puis avec le mouvement des Gilets jaunes, des gens qu'on a rencontrés, putain, si toutes les sectes sont comme ça, franchement, il en faudrait beaucoup plus. C'est un parti où le niveau moyen est très 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 élevé. C'est un parti de gens très motivés, relativement jeunes, la plupart super sympas. Donc j'en ai rencontré plein, évidemment. Aucun ne m'a dit ce que tu viens de me dire. On a négocié avec eux pendant 8 mois, je n'ai strictement rien entendu de ce que tu viens de me dire. Promotion des armes, j'ai jamais entendu ça. Secte américaine, alors le truc c'est que c'est un très vieux parti qui vient à l'origine, qui est effectivement un peu la branche française du parti de Lyndon LaRouche aux États-Unis. Donc c'est ça dont tu dois parler. Sauf que c'était il y a très 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 longtemps et Lyndon LaRouche, me semble-t-il, il sucre les fraises. Donc on n'en est plus là. Il y a de ce que j'ai compris, pas de lien particulier avec les États-Unis. L'État profond américain, si tu veux, il n'est pas avec Lyndon LaRouche, il n'est pas avec Jacques Cheminade. L'État profond américain, il est avec Joe Biden. Donc choisis ton camp, camarade. Pour ce qui me concerne, c'est fait. Donc voilà pour Solidarité et Progrès. Et j'aimerais bien que, quand on parle des gens, on parle de gens qu'on connaît. Moi je te dis que j'en connais personnellement un certain paquet, et que c'est pas du tout ça que j'ai vu. J'ai eu affaire pas du tout à des illuminés sectaires, plutôt à des ingénieurs, plutôt à des gens qui ont la tête sur les épaules, et qui savent de quoi ils parlent, qui sont passionnés d'économie, de comment ça fonctionne dans les banques. Et le problème, c'est que c'est très facile effectivement de se faire traiter de ce genre de choses quand on combat vraiment le système bancaire. Ils le combattent avec des arguments, ils le combattent avec des schémas détaillés du système financier, comment ça fonctionne. Ils sont spécialistes de ça, et c'est normal que ça plaise pas, et que du coup ils se retrouvent avec une réputation compliquée. Je trouve juste ça dommage que dans des cercles citoyens où on devrait avoir le même objectif de combattre la finance, on colporte ce genre de choses, mais je t'en veux pas particulièrement. Maintenant, les Gilets jaunes de Pantin, effectivement j'y ai participé en tant qu'habitant de Pantin, depuis des décennies, en tant que voisin de chez Agnès, puisque j'habite juste en face et c'est le bar où vont les Gilets jaunes. Très vite j'ai été amené à vous rencontrer, et je me suis aperçu que c'était, globalement, à quelques exceptions près, un groupe à gauche toute, voire à très 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 gauche toute. Et quand j'ai expliqué, par exemple, quand on a voulu organiser tous ensemble une assemblée générale d'Île-de-France, tu te souviens sûrement de cet épisode, c'était à la Bourse du Travail, on a travaillé ensemble là-dessus, et que j'ai dit, on n'a qu'à inviter, on n'a qu'à inviter, on est obligé d'inviter des figures du mouvement d'Île-de-France, pas forcément à venir s'exprimer, mais à venir participer, et que j'ai cité des noms comme Benjamin Elia ou Fawzi Lelouch. Il m'a été répondu, hors de question, nos passaran, ce sont des fascistes. Et les nanas qui m'ont répondu ça, donc Fawzi Lelouch et Benjamin Elia, si c'est ça le fascisme aujourd'hui, les amis, il faisait bon vivre en 1940, parce qu'il faut arrêter d'employer des mots qui n'ont pas de sens. Okay ? Donc, les filles qui m'ont répondu ça et qui m'ont mis une pression fantastique et qui ont été odieuses avec moi, ont pourri l'ambiance pendant quelques semaines et ensuite n'ont plus jamais mis les pieds dans le groupe. C'est elles qui m'ont fait quitter ce groupe, parce que j'avais l'impression qu'elles le maîtrisaient. Par la suite, on m'a expliqué qu'en fait elles ne le maîtrisaient pas, qu'elles étaient juste venues pourrir l'ambiance et qu'ensuite elles étaient reparties. Soit. J'ai gardé des amis là-dedans, Nico, Franck, qui a fini par partir vivre en Bourgogne, mais je me suis tenu au courant de ce que vous faisiez. On s'est croisés en manif et tout, mais moi je suis passé à autre chose. J'étais plus, on va dire, au niveau de la région, avec des équipes qui travaillaient au niveau de la région, et c'est pas incompatible du tout. Maintenant, pour terminer, je t'ai entendu dire, voilà, nous on veut qu'il n'y ait plus de ministre. Nous on veut la démocratie directe.
Alors toi, tu veux qu'il n'y ait plus de ministres. Mais si on les appelle commissaires du peuple, mais ça ne changera rien. Il faut qu'il y ait toujours un type qui s'y connaît un peu plus que les autres en santé pour coordonner un peu la politique de santé. Sinon, ton État, il ne fonctionne pas. Donc, appelle-le comme tu veux. Nous, on a choisi d'appeler ça ministre parce qu'on assume à fond le truc. Et oui, on veut la démocratie directe, on est tous d'accord, on sera tous d'accord ici. Après, c'est le diable est dans les détails. C'est dès qu'on va rentrer dans le détail du fonctionnement, ah, le RIC, d'accord, mais comment? On va tirer au sort, pourquoi pas? Mais qui? Avec quelles conditions? Pendant combien de temps? On les paye ou on les paye pas? Et le jugement majoritaire, c'est bien, mais pour quel type d'élection? Est-ce qu'on le fait à point? Est-ce qu'on le fait avec les appréciations à rejeter, j'aime beaucoup, satisfaisant, choses comme ça? Parce qu'il y a des biais aussi avec ça, quand on regarde mathématiquement, il y a des problèmes. Donc, comment on fait? La proportionnelle, intégrale ou pas? On veut un gouvernement stable ou pas? Est-ce que la Constituante, on l'écrit à 47 millions? Est-ce qu'on tire aux gens, au sort, les gens qui vont l'écrire? Est-ce que ça va être représentatif? Ou alors, est-ce qu'on prend des décisions et on les fait valider par les Français par référendum? Tout ça, c'est de la démocratie directe. Et pourtant, on va être capable de s'étriper sur ces détails. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de s'étriper entre nous, avec les 4 groupes de la Concorde citoyenne. Et le résultat auquel on a abouti, c'est celui que vous pouvez consulter sur le site. Mais les débats qu'on a eus entre nous, c'est les débats que les Gilets jaunes ont depuis le départ. Et c'est parfaitement normal, puisqu'on en est, on en fait partie. Et on pensait la même chose avant le mouvement, pendant le mouvement, et j'ai pas envie de dire après le mouvement, puisqu'il n'y a pas encore d'après, puisqu'on est en plein milieu, et qu'on va essayer de prolonger ça. Et quand tu dis on ne veut pas de chef, on a fait en sorte pendant des mois de ne pas avoir une tête. T'as raison, et j'étais partisan de ça aussi. Simplement, au bout d'un moment, là, on offre, on laisse au système sa dernière chance. On lui dit, écoute, 2027, on sait que c'est foutu, la France sera démembrée, il n'y aura plus un seul service public, et le vote sera électronique, tout sera bidonné, ça ne servira plus à rien. Il faudra soit partir à la campagne, soit partir à l'étranger, ou être objecteur de conscience, c'est ce que tu veux, mais on aura perdu notre pays. La dernière chance qu'on laisse au système, c'est 2022, dernier vote avec des bulletins papier. Dernier vote où on peut essayer d'avoir 500 signatures, parce qu'après ça va passer à 1000. Dernier vote où on a des médias un petit peu qui se sentent un peu merdeux suite à l'élection de Macron, suite au Covid, suite aux Gilets jaunes, ils se sentent un peu merdeux, on sent qu'il y a des ouvertures. En 2027, tout ça tu oublies. Et bien, le système nous commande juste une chose. Une affiche, un visage, un nom. Et un seul, c'est ce qui est écrit dans le code électoral, on n'a pas le choix. C'est la dernière chance, on la tente, ce qui ne veut pas dire qu'on est dupe, mais on la tente une dernière fois pour pouvoir dire au système, voilà, on a essayé, vous ne nous avez pas laissé faire, ou vous ne nous avez pas donné les moyens d'être entendus, à partir de maintenant, on ne croit plus en rien, à partir de maintenant, je prônerai ce que j'ai prôné dès mon premier bouquin, c'est-à-dire le soulèvement et la révolution. Simplement, un soulèvement et une révolution, ça se prépare. Il faut au moins une idée de programme, au moins une idée de groupe, au moins une idée de socle commun de choses à faire une fois le pouvoir pris. Alors je sais qu'il y a ta constitution, mais là j'essaye de vendre un travail qui implique plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Voilà, tout ça est à débattre. Mais dans le feu de l'action, tu sais, c'est chaud. C'est bien d'en débattre à froid, comme on est en train de le faire là, plutôt que dans le feu de l'action, ça y est, on est à 50 mètres de l'Élysée, les flics viennent de poser les trucs, qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu vois. Et donc tout ça se prépare. Et de la même manière qu'il n'y aurait pas eu 1917 en Russie, s'il n'y avait pas eu 1905, révolution avortée, vétérans énervés, qui marinent, qui moulinent pendant 10 ans, qui font leur truc, et quand 17 arrive, ça s'explose. Là, vous avez la même chose. Mais entre les deux, il y a une échéance électorale. Si on n'y participe pas, les amis, on va être invisible. Non, mais il y a personne qui peut le parler avant. Chaque fois, il prend la parole. Non, mais ce serait bien que quelqu'un lève la main au lieu de prendre la parole. C'est pas celui qui. Il a depuis tout à l'heure. Ah, tu veux parler? Monsieur voulait parler. C'était l'ordre de parler, non? Non, parce que tu as déjà parlé 2 fois, il y a peut-être d'autres gens. Mais tu poseras ta question, mais il y a peut-être d'autres gens qui veulent, n'hésitez pas. Ah, au fond là-bas, monsieur. Non, ah, il y a toi d'abord, pardon. Par rapport le week-end dont tu as parlé, où on abandonnerait l'euro, on sortirait de l'Union européenne,
Je n'ai pas entendu par rapport au comportement qu'on aurait, enfin plutôt au comportement de l'armée par rapport à ce changement de programme. Parce que l'armée est avec nous là-dessus. Enfin, ça, je ne veux pas parler en son nom, mais l'armée, tu lui dis souveraineté, tu lui dis indépendance nationale, c'est à cet endroit-là que tu vas trouver tes premiers fans. Donc, oui, mais dans la réalité, je voudrais être aussi sûr que ça. Je parle pas des généraux, hein. Je parle pas d'état-major. Hein. Ah, d'accord. Je parle de colonel et tout ce qui est en dessous. Ah, ok. Ah oui, là, d'accord, je rejoins. Les autres pays de la zone euro et les banques, est-ce que c'est certain qu'elles ne seraient pas en désaccord si on change l'article, je ne sais plus, 15 voilà. Évidemment, ils vont être en désaccord. L'Allemagne se sert de l'Union européenne pour nous dominer, pour réussir ce qu'elle n'a pas réussi en 1870, en 1914, en 1945. Je suis tueur, je vais loin. Mais à un moment donné, ils obtiennent le même résultat. Moi, je te dis ça parce que franchement, là, j'ai mon cher grand-père que j'adorais en tête, qui me racontait sa guerre quand il est parti au STO en Allemagne. Il me disait, voilà, on fabriquait des munitions pour les Boches. Lui disait les Boches, par respect pour lui, je m'autorise à dire la même chose. Et on recevait les pièces détachées qui arrivaient des États-Unis d'Amérique. Voilà. Et ensuite, il m'a dit avant de mourir, quelques semaines avant de mourir, on parlait de l'Union européenne et de l'Allemagne. Et il me disait, lui qui a été FFI et lui qui a envahi l'Allemagne, c'est-à-dire il s'est engagé après dans l'armée française quand elle est arrivée à Paris, et il est allé jusqu'à Strasbourg, il est rentré en Allemagne, il a occupé l'Allemagne pendant 1 an et demi, mon grand-père. Il me disait, mon père, 14-18, moi, 39-45, et vous aujourd'hui, tout ça pour ça, vous êtes dominé par l'Allemagne, c'est Merkel qui fait tout, c'est Merkel qui commande tout, je ne me suis pas battu pour ça. Voilà, je veux juste passer son témoignage, donc ça ne plaît pas aux Allemands, mais c'est pas grave, c'est pas notre problème. Plus tard, on fera autre chose qui leur plaira un petit peu plus. Mais à un moment donné, ça suffit maintenant. C'est une question de survie. On doit récupérer notre indépendance. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais en un week-end, c'est ça qui me fait tiquer. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux de la lecture sur ce domaine, tu as les livres de Jean-Jacques Rosa, de Gérard Lafay, et particulièrement le Jacques Nikonov, Sortir de l'euro, qui donne en fait les plans, il raconte comment ça se passe. Tu démarres le vendredi, tu dis voilà, la France sort de l'euro, la bourse est fermée, les marchés financiers sont fermés, donc on est au calme, on est à la bien, et on peut implémenter ce plan qui existe, voilà. Dans ce plan, en fait, il y a une chose super simple, c'est que toutes les banques, de la Banque de France voilà, sont invitées à transformer le E en F. D'accord. C'est d'une simplicité enfantine. Ensuite, il y a des tampons qui existent déjà pour transformer les billets en francs, les billets euros en billets en francs. Donc, la Banque de France, elle, va récupérer tous les billets qui passent par là. Donc, les banques de dépôt aussi, hein, les BNP et compagnie peuvent avoir des tampons. Ils vont dans leur stock, ils tamponnent tout. Et ensuite, avec la circulation monétaire, donc en un week-end, tu as déjà tamponné plein de trucs, tu as décrété qu'un billet euro, c'était un billet franc en fait. Tant qu'il était en France, sur le territoire national, il y avait équivalence. Sur ton compte en banque, le E est devenu un F, ça n'a strictement rien changé. Et en 3 semaines, tous les billets sont tamponnés. Au bout de 3 semaines, on décrète qu'un billet tamponné franc n'est valable qu'en France. Si tu veux l'échanger à l'étranger, tu vas l'échanger au taux de change requis comme si c'était un billet en franc. Il y a plein de projets de billets et de pièces de nouveaux francs avec Marianne, avec De Gaulle, avec qui tu veux, Robespierre, Jean Moulin, voilà, Jean Jaurès, qui tu veux pour mettre sur les billets. Il y a déjà plein de schémas qui sont prêts. J'entends gilet jaune. À peu près, voilà, on peut mettre, on peut mettre Jacqueline Moreau, moi, si vous voulez, je m'en fous. Ingrid Levavasseur, je choisis mes noms exprès. Donc, Francis Lalanne, pourquoi pas. Sacré Francis. Et du coup, donc tout ça c'est prêt, il suffit de choisir. La fabrication est très rapide. En fait, tout est toujours là chez Arjo Wiggins, l'imprimeur. Ils ont fermé, mais l'usine est toujours là, les machines sont toujours là, c'est juste qu'il y a un verrou dessus. Tu casses le verrou, tu renationalises Arjo Wiggins, de toute façon ça vaut plus rien, tu appuies sur un bouton, les machines s'en mettent en place. Non mais franchement, c'est simple. C'est simple. D'accord.
Et pour terminer, parmi tous les ministères, il y aurait un ministère de l'éducation populaire, parce que je pense que l'éducation populaire, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel pour que non seulement les gens comprennent ce qui se passe, mais que ça soit transmis et qu'ils soient acteurs et non pas, comme souvent, spectateurs. Imagine-moi président, 30 secondes. Et imagine-moi dire, je te nomme ministre de l'éducation populaire. Que vont dire tous les fans de l'éducation populaire? Que l'éducation populaire, c'est populaire. Que ça ne vient pas de l'État. C'est contradictoire. Que c'est contradictoire. Et qu'en fait, l'État doit faciliter, par exemple, les universités populaires, en forçant, par exemple, les facs à donner pour presque rien, pour 10 € de l'heure, enfin pour le prix de l'appariteur, les salles, sur tous les créneaux qui ne sont pas utilisés. C'est ce que Onfray faisait au début, quand il a créé l'Université populaire de Caen. Il utilisait des créneaux de fac le soir, par exemple. Et petit à petit, les facs ont dit non, tu ne nous intéresses pas, c'est nul ton truc, va-t'en. Et il s'est retrouvé sans salle. Et donc il était diffusé sur France Culture, Radio d'État. Donc tu vois, c'est paradoxal. Et puis il s'est retrouvé sans salle, et puis au bout d'un moment, c'est devenu trop compliqué, il a arrêté. Mais en fait, il faut garantir que les initiatives, ça peut être celle d'Onfray, ça peut être celle de Franck Lepage, ça peut être celle de n'importe quelle personne qui veut faire de l'éducation populaire, qu'ils aient un accès aux subventions, qu'ils aient un accès à des salles, qu'ils aient un accès à des facilités en termes d'organisation, en termes de médias, mais que l'initiative soit populaire. Sinon, c'est pas de l'éducation populaire, c'est de la propagande d'État. D'accord. Juste, tout à l'heure, je n'ai pas noté, tu as parlé à côté de la Concorde citoyenne, du Concordat républicain et d'un autre groupe. Réunion Force Vive. Enfin, là, c'est la liste de tous les agglomérateurs d'agglomérateurs, de tous les comparateurs d'hôtels et les comparateurs de comparateurs. Ok. Et je voulais juste préciser, par rapport à ce que disait tout à l'heure monsieur, le progrès et solidarité, là, ils ont quand même une tendance pro-énergie nucléaire. Ça, c'est vrai. Et là, comme la plupart des Français. Je suis assez réticent. Hein. Je comprends, je sais que tu n'es pas le seul ici, j'ai déjà eu des débats avec certains d'entre vous sur ce sujet précis, et justement ça me permet d'en parler vite et bien, en disant, on ne présageait de rien quand on a fait cette alliance avec les 4 groupes pour écrire le programme commun, et on s'est retrouvé 4 groupes à dire, mais pas juste les chefs des groupes, pas juste les représentants des groupes, les négociateurs, non, les groupes, qui disaient non mais nous, on est en attendant et faute de mieux pour le nucléaire, puisqu'on n'est pas contre, et être pas contre ça veut dire être pour, tant que on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire les recherches nécessaires pour approvisionner tous les Français en énergie, y compris leurs futures voitures. Donc il faut prévoir, tu vois, x2, x3, leurs futures usines, parce qu'on veut réindustrialiser. Et puis l'électricité, tout ça. Donc c'est la dernière. Je prendrai une dernière question après, sur ne frustrer personne. Oui. Voilà. Donc il y a du marémoteur, il y a de la géothermie, il y a du solaire, dernière génération. L'éolien, honnêtement, pitié. Il y a du nucléaire le plus propre et le plus stable possible, MSFR, celle fondue, pour le moment c'est à l'état de recherche, mais c'est des recherches qu'il faut faire. Il y a les barrages, il y a la fin du démantèlement d'EDF, la fin du projet Hercule. Évidemment, moi, ça ne m'amuse pas d'aller chercher de l'uranium au Niger, avec le pognon sale qui passe par Total pour financer la junte, pour assurer l'approvisionnement. Ça n'amuse absolument personne, mais tu es quand même content de pouvoir allumer ta... Bon. Il se trouve que les générations précédentes nous ont emmenés là-dedans, on doit assumer. On doit faire plein de choses au niveau de la sûreté nucléaire, parce que l'agence de sûreté nucléaire est détenue à 50% par EDF, donc le niveau indépendance c'est pas terrible, donc il n'y a pas de choses à faire là-dedans. EDF, pour faire des économies, a perdu totalement sa politique de ressources humaines d'excellence, avec des gens très bien formés qu'on faisait monter. Non, maintenant c'est sous-traitance, donc avec des gens qui n'ont pas forcément le niveau, qui viennent d'arriver, et qui se retrouvent à des postes hyper stratégiques, alors qu'ils sont sous-traitants. Plus personne n'est responsable de rien. Donc effectivement, là, ça commence à dégénérer. Et ils veulent couper l'EDF en morceaux, enfin, je te fais pas un schéma là-dessus, c'est l'enfer. Donc la première chose, revenir là-dedans, assumer le nucléaire. Je ne dis pas qu'il faut être super pour. Évidemment que Tchernobyl, c'est terrible. Évidemment que Fukushima, c'est terrible. D'accord, on a la politique, c'est du réalisme, quoi. On est obligé
On ne peut pas dire aux Français, on va faire une politique verte énergétique, c'est super. Hein. Par contre, vous ne pourrez pas chauffer le biberon des gosses, hein. Il n'y aura pas assez d'électricité pour ça, il va falloir faire le choix entre la machine à laver et la machine à la vaisselle ou la machine à laver le linge. Ça, personne n'est en mesure d'entendre ça aujourd'hui. Donc il faut le faire avec. Ça te va comme réponse? Alors dans ce cas-là, le monsieur au fond... J'ai une petite question. Alors très rapide. Et descendez monsieur, ça ira encore plus vite. Très rapide. Alors il y a le social, il y a le fiscal, il y a l'économique, il y a l'écologique. Alors, il y a quelque chose qui est un peu plus subtil parce que c'est pas chiffrable, à savoir le culturel, donc on a parlé d'éducation tout à l'heure, et je voulais avoir ton sentiment sur le fait comment ça se fait. Alors, il y a des différences criantes aujourd'hui au niveau de l'éducation, éducation privée, éducation publique, grandes écoles, grandes universités de plus en plus boîtes de garage. Et donc, c'est un écart qui se creuse de façon de plus en plus choquante. Et aussi, on assiste à un appauvrissement, il faut dire les choses, c'est un peu brutal, un appauvrissement culturel des Français. L'ignorance de plus en plus répandue. On assiste à, on voit ce qu'on appelle les élites de ce pays qui sont de plus en plus incultes. Je suis effaré de voir le niveau de français des journalistes qu'on voit sur les plateaux. Et des hommes politiques. Et des hommes politiques. Jamais on a eu des hommes d'État aussi incultes. Et Macron, c'est le président le plus inculte qu'on ait jamais vu. Ce type, j'apprends jamais rien quand il parle. Donc il faut dire ce qu'il en soit. Après, il y a eu Hollande, mais lui, c'est le pire. Donc voilà, il y a une sorte d'inculture généralisée, mais qui en même temps normalisée. C'est normal de tenir un discours d'énarque, d'accord, mais comment ça se fait que ce type ne parle pas de la France, il ne sait rien sur la France, il ne sait rien sur la culture de ce pays, et c'est ça, c'est devenu le nouveau système des valeurs. Alors comment est-ce que maintenant on va retrouver une souveraineté culturelle française? Alors, je vais te faire une réponse à la François Boulot, c'est-à-dire que je vais citer Emmanuel Todd, que j'aime énormément, François Boulot et Emmanuel Todd. Emmanuel Todd explique, et il a raison, et c'est pour ça que j'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'il dit, que il y a un double mouvement. C'est-à-dire il y a un mouvement de crétinisation des élites, que tu viens de décrire, c'est exactement ça, tu as tout dit. Mais en même temps, il y a un mouvement de montée de l'intelligence dans le peuple. Et donc, loin de faire une moyenne, parce que c'est pas comme ça que ça marche, ça crée un décalage énorme entre des Français qui n'ont pas forcément fait des études longues, mais qui sont capables de comprendre comment fonctionne le système monétaire, de comprendre leur constitution, ils l'ont lu intégralement, ils savent que ça fonctionne comme ci, comme ça. Ils sont, comme on disait tout à l'heure, experts dans leur domaine, ils ont des vraies compétences, et ils ont lu, ils ont regardé des vidéos sur l'Union Européenne, ils savent comment ça marche, ils peuvent t'expliquer tout ça, alors qu'ils sont chauffeurs routiers, le gilet jaune type, qui conduit son camion avec des vidéos qui durent 4 heures de conférences, de choses comme ça. Il a le temps, il écoute, il s'intéresse, du coup il lit derrière et tout. Donc, monter du niveau du peuple, pendant que, au niveau des élites, alors là, c'est effectivement, il n'y a plus besoin de lire les classiques, ça sert à rien, et de cultiver, ça sert à rien, il faut comprendre comment la finance fonctionne pour pouvoir rentrer dedans et récupérer son petit bénéfice. Le reste, on s'en fout. Donc il y a un vernis culturel institutionnel, tu grattes 30 secondes ta vue, le niveau des journalistes est catastrophique parce que leur formation est catastrophique. Mais vraiment, hein, ils apprennent à être moutons dès le concours d'entrée, c'est du délire. Donc c'est ce double mouvement. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'après Todd? Et il a raison, dans toute l'histoire c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand dans les années 1770-80, le peuple français alphabétisé par l'Église, ce qui n'était pas le cas 100 ans avant, qui a lu les philosophes face à des nobles qui, eux, se disent que réfléchir, ça sert à rien, on va plutôt aller aux fêtes de la reine pour bien bouffer, et ben voilà, tu as eu des cahiers de doléances. Et pourquoi on les a pas lus, les cahiers? Pourquoi vous les avez pas lus? Oh, parce qu'on s'en fout, prise de la Bastille. Là, tu as l'explication des gilets jaunes, qui descendent dans la rue, on veut le RIC, on veut le Frexit, on veut la monnaie, on veut ceci, on veut cela, la Banque de France nationalisée, quoi. Comme si, enfin, les dirigeants de ce pays étaient à des années-lumière d'imaginer que le peuple allait descendre dans la rue pour demander la nationalisation de la Banque de France. Tu vois? Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Entre autres. Voilà. Dernière question? Ça fait longtemps que vous attendez. Ouais, du coup, j'avais juste une intervention à faire, mais
Il y en aurait peut-être beaucoup, mais comme on n'a pas le temps. Voilà, moi je suis Alain, gilet jaune constituant, et donc je me bats depuis une année contre les placements dits abusifs et la pédocriminalité, en ce sens que, pas derrière moi, mais avec moi, il y a vraiment une armée finalement de parents, surtout des mamans qui se battent. Donc là, il n'y a pas de parité, en fait, c'est surtout féminin ce combat, on va dire, et comme toutes les révolutions ont commencé comme ça, en tout cas dans l'histoire, peut-être que ça nous est raconté, ça m'étonne qu'à moitié. Par rapport au POUV, il y a un comité citoyen auquel j'ai été intégré, semble-t-il au début, et bon, bref, détails techniques, j'ai pas trop suivi les débats, je ne sais pas s'il y a eu un rapport qui a été fait là-dessus, en tout cas en communiqué. Il y a beaucoup à tirer de ces expériences, en fait, parce que la plupart de ces mamans, en fait, de ces parents, sont fondamentalement anti-système. Je le dis carrément. Donc nous, notre combat, donc Gilet jaune, il est contre le système. C'est pour ça qu'en fait, je vais m'adresser à la personne qui venait de l'Assemblée de Pantin, avec ce t-shirt sur la Bretagne. Moi, je suis anarchiste, en fait, fondamentalement, c'est-à-dire kropotkinien. Donc pour la souveraineté du peuple, en fait, l'autonomie du peuple dans les régions. Cependant, parce que je suis avec une certaine affiliation de constituant, etc., je suis spolié de cette identité et on me colle une identité de royaliste, voire d'extrême droite, parce que finalement les idées sont des préconçus. Je connais personnellement Yannick, ici présent, qui est constituant et qui fait partie de Solidarité Progrès, avec qui on a travaillé beaucoup. Et de fait, c'est pas du tout non plus quelqu'un qui est d'extrême droite. Après, il y a des idées, il y a des préconçus. Bon, bref, ce que je veux dire, là, c'est que le travail est à faire tous ensemble. On doit tous se réunir, quelles que soient nos convictions, tu le disais d'ailleurs, de droite ou de gauche, peu importe. Il y a même des gens, effectivement, qui sont... ils vont changer petit à petit par rapport à ce qu'on parlait d'une éducation populaire, même si le terme éducation ne me plaît pas trop, je préfère parler d'instruction populaire. Néanmoins, ça doit être un travail en commun, chacun doit le faire, qu'on soit angels ou pas d'ailleurs. Hein. Du coup, c'est un travail qui doit être fait aussi avec d'autres groupes qui vous n'avez pas encore pris contact. Tout à fait. Et avec qui peut-être chacun peut avoir petit à petit, point par point, un contact à donner, etc. Donc, par contre, je voulais juste savoir quelle est votre position par rapport au placement abusif, etc. Alors, sur les placements abusifs, effectivement, tu as noté que le GOUV va créer un ministère spécial pour ça. Qu'en plus, le GOUV va... Alors, on a eu du mal à le pourvoir, c'est-à-dire qu'on avait 3, 4, 5 personnes à qui on l'a proposé, essentiellement des femmes, donc par exemple Jamila Alaf, présidente de l'Enfance au Cœur. Mais on a créé un ministère pour ça, on voulait qu'il y ait un comité pour ça, et on a un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Morad El Attab. Totalement, tu me connais très bien si tu fréquentes ces milieux-là. Donc oui, on est particulièrement concerné par ça. C'est évidemment dans le programme des programmes, puisque les autres groupes aussi étaient d'accord pour dire que c'était très important. Donc, en gros, on lance un audit complet des ASE, des centres d'accueil de l'ASE et de ces centres d'accueil. C'est des documents qui n'existent pas, c'est-à-dire ils ne sont pas audités, donc les enfants peuvent disparaître sans que ce soit écrit nulle part dans aucun listing, à se demander si c'est pas fait pour ça. Donc tout ça, il faut que ça change. Les enquêtes qui doivent être ouvertes le seront avec nous. On sait que c'est peut-être le truc le plus dangereux, que c'est presque encore plus dangereux que de s'attaquer aux banques. Mais tant qu'à s'attaquer aux banques, autant s'attaquer à ça. C'est les enfants, donc c'est quand même plus important que tout. Moi, en tant que père d'une petite fille de 5 ans, j'ose même pas imaginer dans quel état je serais si je me retrouvais dans cette situation. Donc oui, 3 fois oui, on est d'accord. Et tu me donnes l'occasion de dire, effectivement, parce que tu en as parlé, qu'il y a 4 groupes à l'origine du programme des programmes. L'idée, c'est qu'on soit 8, 10, 15, 20 groupes, je l'ai dit au début, à soutenir ce programme, à participer à son amélioration, à rajouter des choses, si on en a oublié, à préciser des choses, à améliorer des choses. Et s'il y a 10 groupes qui nous rejoignent et que ces 10 groupes sont d'accord pour dire que telle idée qu'on a mise est nulle, eh ben on n'aura pas d'autre choix que d'enlever l'idée en question, si tous les groupes sont d'accord pour l'enlever. Voilà. C'est évidemment ensemble qu'on va faire ça, ensemble qu'on va trouver 577 candidats pour les législatives, ensemble qu'on va avoir le programme le meilleur possible, et ensemble qu'on pourra reprendre le pouvoir, quelle que soit la voie qu'on choisit.
Je suis venu vous présenter la voie des élections, mais vous avez bien compris qu'on avait plusieurs fers au feu et qu'on n'était évidemment pas dupe de ce système. Voilà, donc je crois que voilà, Patricia voulait qu'on arrête. Donc un grand merci à tous. Pascal, tu as une question? Donc je suis moi aussi gilet jaune depuis le 17, je suis descendu, pas pour le gasoil, pour une démocratie. Et comme tout le monde, j'ai travaillé, je suis comme toi, je suis d'accord avec l'intelligence collective, encore faut-il y participer. Le gouv a eu l'intelligence de réunir des citoyens dans des comités citoyens, tirés au sort, mais à mon avis le tirage au sort avait été assez facile vu le nombre de personnes qui travaillent dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient on veut, mais on ne fait pas. Et donc on était 3 à la fin du comité citoyen du transport, donc je fais partie. On en tire 20 au sort, à la fin il n'y en a que 3 qui travaillent. Donc je fais partie, puisque j'ai 30 ans depuis le transport, donc je connais mon domaine. Et donc on est que 3. Est-ce que tu trouves ça normal? Alors redire on va gueuler dans la rue, mais dès qu'on propose un truc intelligent, et dès qu'il y a une idée, qu'on participe ou pas, l'intelligence collective est la base de notre travail en tant que gilet jaune. Discuter et améliorer. En discutant, moi je ne sais pas avec qui je travaille, avec des gens de droite, de gauche, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Son idée, c'est là dans le cabochon là-haut. Et donc, mais il faut venir encore participer. Gueuler, c'est bien une chose, mais si on ne participe pas, ça ne sert à rien. On retombe. Donc, est-ce qu'on doit participer à une structure? Oui ou non, mais ramener nos idées. Que ces idées soient prises. Soit par la gauche, soit par la droite, soit par Dieu. On s'en fout, tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est ton idée, ton truc dans le cabochon. Mes idées vont être écrites par le gouv. Ça peut être utilisé par l'extrême droite. Par l'extrême droite, je m'en fous royalement, c'est mon idée. Une idée qu'on a compris ensemble. C'est important. Si ça marche, on marchera. Mais encore faut-il participer. Donc explique que c'est le comité citoyen qui fait et après on arrête la France. Ouais, la structure de base du gouv, c'était un ministre plus un comité citoyen tiré au sort d'une vingtaine de personnes. Et effectivement, donc on a tiré au sort la première session, ça fait 500 personnes en tout. Une vingtaine par comité, entre 20 et 24. Et effectivement, on s'est aperçu que sur les, mettons, 20 tirés au sort, il y en a 10 qui ne donnaient pas signe de vie, alors qu'on n'est pas allé les chercher. Hein. Ils sont allés s'inscrire sur le site, ils ont rentré leur nom, leur numéro, leur mail, ils ont choisi leur ministère, tout ce qu'il faut. On les rappelle en leur disant « Coucou, bienvenue dans le comité éducation, dans le comité travail, que tu avais choisi en premier choix, c'est super. » Et il y en a 10 qui ne donnent pas signe de vie, et sur les 10 restants, ils arrivent, ils discutent, et puis dès qu'ils s'aperçoivent que va y avoir des réunions un petit peu régulières, qu'il va falloir un petit peu bosser ses projets, que c'est pas tout de dire il faut changer ça. D'accord, mais comment? Avec qui? Avec quel délai? Combien ça coûte? Ah merde, il faut faire des recherches. On en perd la moitié. On est passé de 20 à 10, on passe de 10 à 5. Et effectivement, au cours du trimestre de travail, il y en a un qui était au chômage, qui va trouver un boulot, ou qui va se retrouver jeune papa, ou voilà, enfin bref, ou qui va être malade, qui va aller à l'hôpital. Et au final, on va passer de 5 à 3, comme vient de dire Pascal. Mais allez lire le résultat sur le site, allez lire les rapports des comités citoyens, vous allez voir, le niveau est très, très, très élevé. Voilà. Les gens ont fait un travail absolument fantastique. Et c'est un travail d'intelligence collective pure et simple. Le gouv n'avait mis aucun prérequis, n'avait posé aucune condition. Tu confirmes? Aucune condition, c'est vraiment, dites ce que vous voulez, tant que vous êtes d'accord entre vous. Mettez-vous d'accord entre vous. C'était ça l'idée de départ. Voilà. Et indépendamment du ministre, hein, vous n'êtes pas là pour lui lécher les bottes, vous n'êtes pas là pour dire comme lui, si vous voulez dire l'inverse, vous pouvez le faire. Voilà. C'est ce qui est arrivé des fois dans certains comités d'ailleurs, comme l'enseignement. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tout le monde, bon appétit. Merci à toi. Bravo. Merci à toi.